Donc enrichissement de données. On a fini l'étape de crawl, ça veut dire qu'on a constitué son noyau de corpus, on l'a nettoyé, on a revérifié, on a relancé le crawl, ça c'était la séance dernière. On a vérifié les erreurs HTTP, les 00, les 404, les 402, on a relancé le crawl. Au bout d'un moment, on doit abandonner parce qu'il y a des URL qui ne répondent pas ou qui bloquent. Il y a des URL qui peuvent bloquer l'accès par crawler. Et on se retrouve avec son noyau de crawl. Maintenant, avec ce noyau, qui est élémentaire, qui est en fait l'identification de l'individu. Chez nous, l'individu, c'est soit la page web, soit le site web, parce qu'on a dit qu'on regroupait les pages web sous un ensemble qui s'appelle le site web. On a son identification, son URL, son titre, sa description, son contenu, etc. Maintenant, je vais aller chercher d'autres variables. On avait abordé déjà le sujet la séance dernière. La séance dernière, on avait dit audience et autorité. On allait chercher des fournisseurs de données extérieurs et on enrichissait au niveau des pages et on regroupait au niveau du nom de domaine. On va attaquer aujourd'hui GEFI. On va attaquer plus généralement, théoriquement, l'analyse des réseaux sociaux. La théorie de l'analyse des réseaux sociaux. Il y a plusieurs logiciels qui font de l'analyse des réseaux sociaux. Celui qui est le plus graphique et le plus ergonomique, c'est GEFI. On remercie Jacomi, les frères Jacomi pour le développement de GEFI. On remercie Feu Franck Guitala pour avoir remis au goût du jour l'analyse des réseaux sociaux en sciences humaines et sociales et particulièrement en sciences de l'information et de la communication. Et de nous avoir fourni un logiciel graphique qui est facile d'accès, facile d'utilisation. Évidemment, quand on veut aller plus loin dans l'analyse des réseaux sociaux, on va utiliser soit des plugins natifs dans Python, soit des plugins natifs dans R, qui permettent le traitement statistique de l'analyse des réseaux sociaux, ou des applications encore plus poussées comme Tulip, celle du CNRS, qui permet de traiter des très grands réseaux. Mais bon, pour les sciences humaines et sociales, GEFI, c'est largement suffisant. Prenons des définitions de base pour l'analyse des réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'analyse des réseaux sociaux ? L'analyse des réseaux repose sur le fait de dédoubler sa base de données et sa base d'études. Jusque-là, on étudiait des individus. Et ces individus, on leur donnait des caractéristiques et on essayait de retrouver des régulations dans ces caractéristiques. On en reparlera quand on fera l'analyse, des corrélations, des règles communes entre les variables qui peuvent donner des typologies, des regroupements, des clusterisations. Ça, c'est l'analyse telle qu'elle s'est toujours faite en sciences sociales depuis que les sciences sociales ont se tournant durkheimien, scientifique, objectivable. Un individu est paramétré selon des variables, quantitatives ou qualitatives. Certaines variables sont des variables indépendantes qui permettent d'expliquer le phénomène. Certaines variables sont les variables observées qui doivent être expliquées par d'autres variables indépendantes. Ça, on est dans la base de la sociologie, on est en première année de licence de sociaux. Les réseaux sociaux vont doubler cette étude par une deuxième étude qui lui est parallèle et attenante, qui est celle de la relation entre les individus. Non pas la relation qu'il y a entre les paramètres d'un individu, mais la relation qu'il y a entre les individus. Elle part sur l'idée que le comportement d'un individu est lié à sa position dans un réseau d'acteurs. C'est donc le contexte de l'individu qui va déterminer son comportement. Et ça, c'est une nouveauté qui date des années, qui en intuition date des années 20, des années 30, mais qui va vraiment démarrer avec la scientométrie dans les années 40-50, d'abord avec la bibliométrie, puis après avec la scientométrie, qui va dire que, en fait, la compréhension d'un individu se fera par la compréhension de sa position dans un réseau d'acteurs et dans les interactions qu'il va avoir dans ce réseau d'acteurs. En fait, si on peut dire que l'analyse d'un individu est une analyse structurale, on essaie de comprendre les structures qui déterminent la distribution des individus selon leurs caractéristiques, l'analyse des réseaux sociaux est une analyse systémique. C'est-à-dire qu'elle essaye de comprendre l'individu et son comportement au regard de la place qu'il occupe dans un système. Et dit comme ça, c'en est presque une lapalissade. Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé avant ? Qu'en fait, vous êtes très déterminé par les relations que vous avez établies à un moment avec votre communauté, avec votre groupe. C'est la base même des théories de l'infocom.
C'est-à-dire que les sciences de l'information et de la communication reposent sur un paradigme systémique. Et donc, il est très difficile de comprendre pourquoi on a mis autant de temps pour s'accaparer et utiliser les outils d'analyse réseau et de l'analyse de la scientométrie pour comprendre les phénomènes. Donc, de là, on va récupérer des modèles d'analyse qui s'appellent l'analyse des réseaux, et surtout des concepts de l'analyse des réseaux qu'on va essayer d'intégrer à notre sociologie du web. Donc, première chose à comprendre, l'analyse des réseaux, ce n'est pas autre chose que la sociologie classique, c'est un dédoublement de la sociologie classique par un deuxième pan d'étude qui est celui de la relation entre les individus. Donc l'analyse systémique n'exclut pas l'analyse structurale. Elle s'appuie aussi sur l'analyse structurale, et vous verrez que le va-et-vient entre les deux est même essentiel. L'unité de base de l'analyse des réseaux, c'est la relation. Il faut, dans une analyse de réseau, que vous ayez des individus, au sens sociologique. Nous, en l'occurrence, chez nous, c'est soit des pages web, soit des domaines. Ça peut être n'importe quoi. Vous verrez qu'on fera des analyses de réseau de mots d'un texte. L'individu peut être un mot, peut être une tournure de phrase. À partir du moment où vous établissez qu'il y a des individus et que ces individus ont des relations, par exemple, deux mots, ce sont des individus, la proximité est une relation. Et la distance est le poids de cette relation. Si vous décidez de faire un graphe de texte, vous allez dire mes individus, c'est le mot, et je vais considérer que deux individus dans une même phrase entretiennent une relation. C'est arbitraire, hein. Vous dites, si deux mots sont dans un même paragraphe, je considère qu'ils ont établi une relation de proximité, et je vais calculer le poids de cette relation, vous verrez que c'est une variable très importante, le poids de la relation, par la distance qu'il y a entre ces deux mots. S'il y a n nombre de mots entre ces deux mots, je considérais que la distance est grande et que le poids de cette distance est n. Vous voyez, on peut appliquer l'analyse des réseaux à plein de phénomènes. Vous décidez qu'est-ce que c'est vos individus, vous décidez qu'est-ce que c'est qu'une relation entre les individus, et à partir du moment où vous faites ces deux tables, la liste des individus, la liste des relations, vous pouvez utiliser toute la boîte à outils de l'analyse des réseaux. Et vous allez voir que cette boîte à outils est assez riche et très intéressante dans les algorithmes qu'on peut utiliser. Donc, premier concept de l'analyse des réseaux, c'est la position. On va essayer de comprendre, est-ce que l'individu est dans une position favorable ou pas favorable dans le réseau. Une des premières positions qu'on va étudier, c'est la centralité. Alors, je vais lancer beaucoup de vocabulaire, je vous renverrai vers des bibliographies, des cours en ligne assez simples qui expliquent plus avant ce vocabulaire. Premier concept qu'on utilise en réseau, c'est quelle est la centralité de l'individu. Il existe plusieurs sortes de centralité. La centralité la plus bête, c'est la closeness, qui est à la fois centralité et excentricité. C'est le même, hein, l'un est l'inverse de l'autre. Ce qui n'est pas central est excentrique. Excentré, pour être plus clair. Et donc, ce qui est central, c'est celui qui a une distance la plus faible possible de tous les autres. Ce qui est central, c'est celui qui a une distance la plus faible possible de tous les autres. Quand je fais la somme des chemins pour que tout le monde vienne à cette personne, si cette personne a très peu de chemin, on peut considérer qu'il est au milieu du réseau. Il est le mieux placé pour rencontrer tout le monde. Premier concept, qui est le mieux placé pour être en connexion avec tout le monde ? Si on fait une analyse de texte, par exemple, vous allez retrouver les mots les plus courants, ceux qui font partie du vocabulaire commun, ceux qu'on place partout. Tous les mots sont très proches de ces mots, parce qu'on les fout tellement partout qu'ils sont centraux dans la constitution d'un vocabulaire. Si on parle d'individus, on va parler d'individus qui rencontrent tout le monde. Attention, on n'est pas du tout dans les notions d'autorité ici. On n'en est pas encore là. C'est juste quelqu'un qui rencontre tout le monde. Quelqu'un qui est en connexion avec tout le monde, quelqu'un qui connaît tout le monde. Puisque régulièrement, il prend contact avec beaucoup de gens, et du coup, si je fais la somme des gens qui doivent prendre contact avec lui, la plupart sont à même pas un niveau, puisqu'il les a tous rencontrés. Il a tous parlé avec eux régulièrement. La centralité, c'est un peu le premier concept de base qu'il faut mesurer.
mais en même temps, il n'est pas très explicite, il dit juste que l'individu en question est très connecté aux autres, ou bien il est au contraire très peu connecté aux autres, et donc il est très excentré. Il faut savoir que l'excentricité est simplement la fonction inverse, 1 sur la centralité. Donc en fait, c'est la même notion, puisque c'est juste une opération mathématique. Calculer l'excentricité, c'est aussi calculer la centralité. Celui qui sera très fortement excentré sera très faiblement centré. C'est intéressant pour savoir, justement, les individus qui sont en contact avec tout le monde. Le deuxième élément, c'est le clustering. Alors le clustering, c'est un peu plus compliqué. Le clustering, c'est les personnes qui sont le mieux intégrées dans les communautés très denses. Un réseau est constitué de sous-communautés qui peuvent se différencier selon leur densité. La densité d'un réseau, c'est le nombre de personnes qui sont connectées à tout le monde. Ou plus précisément, c'est le taux de complétude relationnelle d'un réseau. Qu'est-ce que c'est que le taux de complétude d'un réseau? C'est un clustering de 1, c'est que tout le monde est connecté avec tout le monde. Or, dans un grand réseau, il existe plein de sous-réseaux densément connectés. Le clustering sert à mesurer la densité de ces sous-réseaux et à quel point un individu est bien placé dans un réseau fort, très dense. Ça va nous permettre de distinguer les individus isolés des individus qui appartiennent à des groupes denses. L'indicateur de clustering. Plus le clustering est élevé, plus l'individu est dans une communauté très dense, plus le clustering est faible, plus l'individu vit seul, isolé, et n'a peu de connexion avec des réseaux très denses. Donc ça, on va avoir 2 concepts là-dedans. On va avoir la densité des échanges, et on va voir l'isolement par rapport à la densité de ces échanges. On est encore dans cette logique de centralité et d'excentricité, mais au regard de sous-groupes qui sont denses. Troisième concept important, c'est celui d'autorité. C'est celui qu'on utilise le plus. Dans des réseaux qui sont directionnels, c'est-à-dire que la relation va d'un sens à un autre, celui qui reçoit les relations, on considère qu'il a une autorité. Celui qui reçoit l'argent dans un échange financier, on va dire qu'il a une autorité. Celui qui reçoit les citations dans un corpus de documents, on va dire qu'il a une autorité. Si je fais une cartographie de mots, il est dur de trouver une autorité à un mot parce qu'il faudrait définir que le fait d'être à droite ou le fait d'être à gauche donne un sens. Bon, c'est un peu compliqué. Si vous faites un calcul de proximité de mots, vous ne créerez pas de relation entre les mots. On dira qu'ils seront bidirectionnels. Donc les mots n'auront pas spécialement d'autorité. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis obligé de faire des concepts peu tranchés. Parce qu'en fait, ça, à chaque fois, ce que je dis a été remis en cause, et puis il y a des calculs, il y a des études, il y a des mecs qui proposent des algorithmes différents, etc. Mais là, on va couper à la cèpe, on va prendre les définitions telles qu'elles étaient au départ, et puis on verra que dans le temps, ça a évolué. Donc l'autorité, c'est celui qui accumule des relations vers lui. Je fais exprès d'être abstrait parce que ne restez pas bloqué à un type de réseau. C'est un modèle d'analyse, et on peut l'appliquer à des flux financiers, à des citations de texte, ou à des proximités de mots dans un texte, et vous verrez qu'on va faire des analyses de texte avec des proximités de mots, et on fera des cartographies de réseau pour trouver des clusters de mots. Quatrième élément, l'out degré, ça veut dire celui qui envoie un lien, celui qui émet un lien vers l'autre. Lui, on va dire que c'est un hub, c'est-à-dire une vigie, un observateur, un donateur, c'est celui qui donne. Et plus quelqu'un va envoyer vers une ressource, plus il va être un donateur, plus il va être un observateur. Et l'algorithme, je ne rentre pas dans les détails, va en même temps mesurer la qualité de cette observation. Prenons un exemple.
Si je cite n'importe quoi, est-ce que je suis un bon bibliothécaire? Non. Mais si je cite les documents qui ont la meilleure autorité dans mon réseau, je suis nécessairement un meilleur bibliothécaire que celui qui a cité n'importe quoi. Je suis un meilleur point d'entrée dans le réseau que celui qui a cité n'importe quoi. Et dans l'algorithme de Hub, ça c'est pris en compte. Il ne prend pas en compte juste la citation, il prend la qualité de l'autorité de ce qui a été cité. Et celui qui cite les meilleures autorités est un meilleur Hub que celui qui cite n'importe quoi. Donc l'indicateur de Hub est très intéressant parce qu'il a une dimension qualitative. Il vous donne celui qui a cité les autorités du réseau. Donc ça sous-entend que ce citant a une capacité à choisir les autorités du réseau. Si vous faites une cartographie d'articles scientifiques, par exemple, eh ben, l'article qui aura le plus gros hub, c'est celui qui, dans sa bibliographie, aura cité les grands-pères fondateurs de la communauté. Ça sera un bibliothécaire. Il vous aura donné le cœur du réseau. Alors à l'inverse, s'il a un énorme hub, il a une faible originalité. Puisque celui qui est original, c'est celui qui va vous citer les documents qui ne sont pas connus, justement, et qui n'ont pas d'autorité, qui sont plutôt... Donc le hub, à l'inverse, c'est quelqu'un qui n'est pas très original, puisqu'il a tendance à citer ceux qui sont le mieux cités, ceux qui ont la plus forte autorité. C'est en ça que je dis c'est un bibliothécaire de bibliothèque municipale. Vous arrivez, vous ne connaissez pas le domaine, il vous dit, bon, si vous n'avez rien lu sur le domaine, il faut absolument lire ça, voilà les grandes autorités de la communauté. Le chercheur, par nature, ne devrait pas être un hub. Parce que s'il nous cite ce que tout le monde a cité, il manque d'originalité. Si vous retrouvez toujours les mêmes citations dans la bibliographie d'un article, et que c'est les citations que tout le monde cite, vous aurez un très fort hub, mais vous aurez franchement une très faible originalité. Et donc cet indicateur est très intéressant, il faut bien le comprendre, mais quand on l'a bien compris, il est très très intéressant pour trouver les vigies. Sur le web, par exemple, on s'en sert pour trouver les bons portails. Un site web qui va citer toutes les autorités, c'est que dedans, il y a une équipe éditoriale qui connaît très bien son champ et qui vous a permis d'accéder aux ressources essentielles d'un champ. Et donc, c'est un indicateur de qualité d'un portail web. Ça veut dire que c'est un portail qui pointe vers les très bonnes autorités, et donc il a une qualité de sélection qui est très intéressante. Le Modularity Class, alors ça c'est celui qu'on voit tous dans les grandes cartos de couleurs, c'est la proximité des nœuds. Une fois que les nœuds sont établis dans un réseau, le Modularity Class va dire que deux individus très proches sur les chemins forment un même individu. Et il va être itératif. Il va passer pour un premier tour, il va dire tout individu est un groupe à lui tout seul. C'est la blague de Coluche. Hein. On est une bande, je suis une bande à moi tout seul. Tout individu au départ est un groupe à lui tout seul. Il va prendre chaque individu, il va dire lequel est le plus proche de vous. Il va former des groupes de 2. Il va dire désormais, je forme des groupes de 2. J'ai fait des communautés de 2. Il va prendre tous les groupes de 2, il va passer un troisième tour, il va prendre les groupes de 2 les plus proches, et il va les rassembler, et il dit je fais des groupes de 4. Et puis des groupes de 8. Etc., etc., etc. Ça va être itératif. S'il tourne jusqu'au bout, il fait un groupe de 1, qui est la totalité de la communauté. Il fait un seul groupe, qui est la totalité de la communauté. Donc c'est vous qui allez lui dire à quel moment vous voulez qu'il s'arrête. Il y a un réglage, c'est du clustering, hein, il y a du réglage. Ça va nous permettre de décomposer notre réseau par proximité entre les individus. Oui. C'est-à-dire quand on le lance, on va lui dire que c'est du supervisé. On va lui dire je vais utiliser un paramètre qui est un paramètre de facteur de clustering et qui va faire qu'à un moment il va en générer 8, il va en générer 4, il va en générer 12. Il va vous le dire, hein, grâce à votre paramètre, vous allez en générer 12, 14, 24. Et il faut savoir qu'il est parti de
la totalité des individus forment chacun une communauté, et que si vous le poussez à bout, il vous dira « je n'ai trouvé qu'une seule et même communauté ». Puisque tout le monde a été proche avec tout le monde à un moment donné. Il y a un moment, il se retrouve avec 4 communautés, il en fait 2, et à un moment, il se retrouve avec 2 communautés, il en fait qu'une. Mais ça, chaque pas itératif, il prendra le plus proche. Donc ça veut dire le moins de distance, le moins de bruit possible. Il essaiera de trouver vraiment le groupe le plus proche. Et il rassemblera ce groupe. Et c'est ça qui constitue la modularité. Et il donnera, alors dans GPhi par exemple, il donnera un nom, mais sous la forme d'un chiffre. Ça aussi c'est une erreur. Il y a beaucoup de gens qui regardent la modularité classe et qui pensent que c'est une variable quantitative. En fait c'est une variable qualitative. C'est un nom. C'est un nom qu'il appelle 17, 24, 171. Parce que c'est un logiciel informatique, il ne va pas vous inventer un nom pour vous. Mais ce sont bien des variables qualitatives par clustering. Il va rassembler, et en fonction du grain qui vous intéresse. Et puis après, n'oubliez pas, quand on fait une analyse, on n'arrête pas de faire des va-et-vient avec l'analyse. C'est-à-dire on regarde les communautés qu'ils nous ont données, on regarde s'il y a une signification qui nous saute aux yeux. Est-ce que dans le contenu, est-ce que dans la nature du site, au regard de certaines variables, est-ce que ce réseau veut dire quelque chose? Il veut dire quelque chose, hein. C'est-à-dire que mathématiquement, il veut dire quelque chose. Mais est-ce que socialement, subjectivement, pour le chercheur, cette proximité réelle de citation a une interprétation qui puisse l'intéresser? C'est autre chose. Ça, c'est la base de la sociologie depuis Bourdieu. Hein. Bourdieu, ce n'est rien d'autre que la comparaison entre nos construits et les construits mathématiques. On en a parlé tout à l'heure. Jean-Paul Benzekri, c'est un chercheur de l'université de Poitiers qui est mort aujourd'hui et qui a fondé la recherche de l'analyse multivariée. Et c'est parce que Bourdieu a lu Benzekri qu'il a inventé la distinction. C'est-à-dire que quand il a traité de la clusterisation, comme je viens d'en parler, de l'analyse structurale, en AFC d'abord, et qu'il a vu qu'il y avait des rapprochements de variables qui formaient des structures qui n'avaient pas de construit social, et qu'au contraire, le construit social ne se retrouvait pas dans les construits mathématiques, qu'il a dit qu'il y avait une différence entre le construit et le réel, entre l'observation matérielle des phénomènes et le construit subjectif. Nous, quand on fait de la clusterisation, on va se retrouver dans la même situation. L'algorithme va vous dire, voilà une communauté. Vous allez retrouver devant 2 hypothèses. Soit l'algorithme a fait des rapprochements mathématiques qui n'ont pas de sens, soit c'est vous qui n'avez pas de sens. Soit l'algorithme, lui, a trouvé une communauté qui a du sens, mais vous n'avez pas la capacité de l'interpréter. Vous n'avez pas de théorie, vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas d'intuition scientifique qui permet de comprendre cette communauté. C'est pour ça qu'on ne jette pas l'eau avec le bébé, ni le bébé avec l'eau. On jette rien, en fait. On garde l'eau et le bébé, parce qu'on a une époque écologique où il faut conserver l'eau. En fait, il y a quelque chose qui interroge dans une régularité mathématique qui n'est pas interprétée par le chercheur. Et il faut se poser la question de d'où vient cette incompréhension. La régularité mathématique étant une régularité qui, si le corpus a été bien construit, doit signifier quelque chose. Ça, ce sont des paramètres au niveau de l'individu. Mais les réseaux eux-mêmes ont leurs propres paramètres. Parce qu'on peut comparer des réseaux entre eux. Notamment, dans une étude, on peut utiliser une variable qualitative pour faire des sous-groupes. Et en fait, filtrer et faire plusieurs réseaux du réseau que j'ai. Admettons que je fasse une étude sur les humanités digitales et que j'ai classé mes sites entre sites de laboratoire, sites d'université, sites de revues, etc., etc. Je peux très bien décomposer mon grand réseau en réseau de laboratoire, peut-être une variable géographique, Californie, Amérique de l'Est, États-Unis, côte Est, États centraux des États-Unis. Et en fait, je décompose mon grand réseau en plein de réseaux. Je vais pouvoir faire des variables globales sur le réseau et comparer les réseaux entre eux. Un exemple, la densité. Est-ce que les acteurs de Californie communiquent plus entre eux que les acteurs de la côte Est? On va calculer la densité au niveau du réseau et on va regarder quelle est la densité la plus forte, quelle est la densité la plus faible, et est-ce qu'elle est significativement plus forte ou plus faible? Est-ce qu'il y a vraiment une variance de nature différente entre les acteurs de la côte Est et les acteurs de la côte Ouest?
Donc, n'oubliez pas qu'on peut regrouper l'analyse réseau à l'échelle du réseau si on veut le comparer avec d'autres réseaux. Si on veut décomposer géographiquement, si on veut décomposer institutionnellement, si on veut décomposer temporellement votre réseau. Vous pouvez analyser le réseau au début, il y a 4 ans, regarder sa densité, et étudier le réseau 5 ans plus tard. Certes, il n'a rien à voir, mais est-ce qu'il a des caractéristiques de réseau différentes d'il y a 4 ans? Je vois une question. Ah, je croyais que tu avais une question. Donc, vous voyez, on va pouvoir subsumer tous les indicateurs, plus des indicateurs qui sont propres à l'échelle du réseau, pour comparer des réseaux entre eux. J'y vois 2 applications directes dans l'analyse web. C'est analyser des réseaux à travers le temps. Ça veut dire découper temporellement, il y a 4 ans, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Et il ne s'agit pas de savoir si ce n'est pas le même réseau. Ce n'est pas le même réseau, par nature. Il s'agit de savoir si sa nature en tant que réseau a changé. Est-ce qu'il y a plus de gens excentriques? Est-ce qu'il y a plus de gens dispersés? Est-ce que dans le cœur du réseau, il y a plus de personnes? Ou est-ce qu'au contraire, le réseau s'est rarifié au cœur et a rendu une périphérie beaucoup plus grande? Et donc ça va être de la comparaison à l'échelle des réseaux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça crée une vision systémique de l'objet que vous étudiez, puisque vous lui donnez des caractéristiques en tant que réseau. Pas en tant qu'individu inscrit dans le réseau, mais en tant que réseau. Vous avez une vision globale et systémique, et vous pouvez la comparer, que ce soit dans l'espace, dans le temps, ou selon des différences de nature sociologique, institutionnelle, etc. Émergent de plus en plus des constats de la sociologie des réseaux, des théories qui se retrouvent de plus en plus dans la plupart des réseaux. Vous avez tous entendu parler des 6 degrés de connexion. C'est-à-dire que, à un moment donné, tout individu ne peut pas être plus loin que le 6e degré dans le réseau. C'est-à-dire que toute personne est à 6 degrés d'un réseau interconnecté. Si on considère que l'humanité sont des individus interconnectés, on en tire l'extrapolation que vous pouvez être en contact avec n'importe qui sur Terre à 6 réseaux. Plusieurs exercices réels se sont faits en sociologie et ça a confirmé cette étude. Même moins que ça. Oui. Dans... Et même à l'ère du numérique, aujourd'hui, on peut même descendre à 3, 3,5. Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un courrier et je veux qu'il arrive dans les mains de Barack Obama. Je vais regarder ici dans ma salle, je me dis, mais qui a déjà été aux États-Unis, qui connaît des gens aux États-Unis? Toi, tu as déjà été aux États-Unis, tu connais des gens aux États-Unis. Je te donne le courrier et à toi de me trouver quelqu'un qui va le donner à Barack Obama. Évidemment, toi, tu vas réfléchir aux États-Unis, quelqu'un qui vit à Washington, mais oui, t'as machin, tu vas lui donner, et à moins de 6 passations, Barack Obama recevra cette lettre. Il y a eu plusieurs fois l'expérience faite, et à chaque fois, elle a été concluante. Nous sommes à 6 degrés de n'importe qui sur Terre. Et ben, c'est vrai aussi, si on fait une analyse de texte, tous les mots sont à 6 étapes de n'importe quel mot dans un texte. C'est des constantes de réseau. L'effet Samathieu, qui a décelé ça dans le monde scientifique. En fait, c'est la prime au gagnant. Si nous commençons tous à 0 et qu'on commence à établir des connexions, celui qui va avoir un avantage en nombre de connexions va systématiquement attirer plus de connexions que les autres. Et donc, il va avoir un effet exponentiel où, au bout d'un moment, tout le monde ira vers lui. Parce que c'est celui qui a le plus de connexions. Et donc, si on démarre tous à 0 et que notre nombre de connexions augmente en même temps, celui qui a un léger avantage va connaître une accélération beaucoup plus rapide qui fait que tous les réseaux, quelle que soit leur nature, si on calcule le nombre de liens entrants ou le nombre de liens en général, vous avez une distribution exponentielle décroissante. Il y a très peu d'individus qui ont la plus haute autorité et puis ça chute rapidement. En fait, il faut imaginer qu'au début du réseau, tout le monde était à plat, et puis certains ont pris un avantage, et cet avantage a été cumulatif. C'est le fait qu'ils aient pris un avantage, ils en ont tiré plus, du coup ils ont eu plus d'avantages, du coup ils en ont tiré plus, et ça a été très rapide, exponentiel, et c'est ça qui donne la distribution exponentielle de tous les réseaux. Ouais, c'est les lois de Pareto économiques, ils n'ont pas de corrige. Ouais.
qui fait qu'au bout d'un moment, 1% a 80% de l'ensemble des connexions et de l'autorité. On appelle ça effet Saint-Mathieu, ça veut dire que même si vous démarrez à zéro, tout le monde, le premier arrivé, le premier va accumuler un avantage qui va accélérer son accumulation de capital. En économie, ça fonctionne. En bibliographie, ça fonctionne. Un champ émerge, personne n'a jamais écrit dans ce champ. Les premiers qui vont réussir à se faire citer parce qu'ils vont écrire le bon article vont connaître une courbe exponentielle de citation qui vont en faire un des articles les plus cités. Parce qu'en fait, quand on recherche, on va vouloir soi-même aller lire d'abord ceux qui ont été les plus cités. Donc c'est ça l'effet Saint-Mathieu. On va être attiré par celui qui est le plus attirant, et donc ça va faire un effet boule de neige. La limite des 148 contacts, ça veut dire qu'on dit qu'en général, dans un réseau interconnecté, un individu ne peut pas connaître, ne peut pas avoir conscience de plus de 150 contacts. S'il est connecté à plus de 150 nœuds, il n'a pas conscience des 150 autres nœuds. Il ne peut pas se faire une représentation de son réseau qui dépasse 150 nœuds. Plusieurs expériences dans plusieurs domaines montrent que tout individu d'un réseau n'arrive pas à se représenter plus de 150 individus dans son réseau. Et assister, c'est-à-dire si vous lui apportez une liste, il n'en connaîtra pas plus de 700. Il y a même des gens qui disent 690. Vous prenez 12 000 sites, vous allez voir le responsable qui gère un de ces sites, dites-lui, cite-moi le maximum, il arrivera au maximum à citer 150 sites, et si vous lui donnez une liste où il doit cocher, il en connaîtra à peu près 700. Donc ça veut dire que quand vous regardez un réseau de 15 000 nœuds, il faut bien imaginer que les acteurs de ces nœuds se font des représentations à l'échelle de 700 nœuds. Représentations forcées. Et ils ont des représentations instinctives à l'échelle de 150 nœuds dans leur proximité. Donc les petits mondes sont des mondes de 150 individus. Faites l'exercice avec votre compte Facebook ou LinkedIn. Essayez de citer de tête vos contacts Facebook ou vos contacts LinkedIn. Vous ne dépasserez pas, avec la plus grande mémoire, vous ne dépasserez pas 150 personnes. Et si je vous donne la liste de vos propres contacts LinkedIn et que vous cochez, vous atteindrez maximum 700 nœuds. Et après, il y a le phénomène de corrélation qui est intéressante. La question qu'on se pose en sociologie, c'est est-ce que ce sont vos caractéristiques structurales qui déterminent vos caractéristiques de réseau? C'est parce que vous êtes quelque chose de particulier que vous avez acquis un avantage de réseau? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est parce que vous avez acquis un avantage de réseau qu'on va vous attribuer des caractéristiques, voire des ressources particulières? Et en fait, c'est les deux, mon capitaine. Puisque ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Vous ne pouvez être rien, à un moment devenir un nœud de réseau, une autorité, et grâce à cette autorité, acquérir des titres, acquérir des ressources qu'on ne donne qu'aux autorités du réseau. Et du coup, structurellement, c'est grâce à ces titres et à ces ressources qu'on va venir vous citer, qu'on va venir vous faire la déférence, qui va augmenter votre position dans le réseau. Et donc, c'est un double phénomène. Pour un corpus d'articles scientifiques, c'est pareil. Est-ce que c'est parce que vous êtes un grand professeur puissant, bien connu, d'une grande administration, donc est-ce que c'est vos caractéristiques structurales qui font qu'on cite votre article? Ou est-ce que c'est parce qu'on a constamment cité vos articles que vous avez acquis une autorité qui vous permet aujourd'hui de prétendre à devenir professeur dans une structure? Et en fait, c'est une dynamique entre les deux. Et c'est l'évolution progressive du réseau et de ses caractéristiques qui est intéressante. En économie aussi. Donc avant d'attaquer un peu plus avant, petit exercice qui va nous amuser un peu. C'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment avec nos étudiants d'humanité digitale. Un gros travail sur une grosse cartographie des sites web d'humanité digitale dans le monde anglo-saxon. Donc, là, je vous donne vraiment le résultat brut, ce qui sort brutalement de MyWebIntelligence, avant traitement, avant enrichissement de données. Alors, les sites web pertinents en humanité digitale, on se retrouve avec 1491 sites web ayant 1300
24 liens entre eux. Vous remarquerez que ça fait très peu de liens. Le web n'est pas un web ultra hyper connecté. Les gens citent très peu. Et les entités du web sont parmi les entités les moins interconnectées des corpus qu'on puisse analyser. Un article scientifique par nature, par exemple, il sera interconnecté puisqu'il a une bibliographie et il aura par nature beaucoup de liens, bien plus de liens que lui-même. Vous verrez que le web, par nature, il n'est pas connecté. Ça, c'est un grand mythe qui s'effondre avec l'analyse du web quand on commence à le faire scientifiquement. C'est que la grande hypertextualité du web, ça n'existe pas. C'est un des champs où les individus, les pages et les sites web sont les moins connectés. Et donc, grosse déception sur l'interconnexion. Je parle évidemment on en avait parlé dans la dernière séance, on parle de liens qualitatifs et de citations explicites. Donc ici, vous allez retrouver l'ensemble des statistiques dont on a parlé. Ici, vous allez retrouver une représentation graphique. Ici, vous allez retrouver des algorithmes de spatialisation. Alors j'insiste, ne pas confondre le fait de spatialiser des données, qui est un acte de visualisation de données, avec le fait de faire des calculs sur des données. Même si les meilleures spatialisations s'appuient sur des calculs. C'est-à-dire que les spatialisations du type Force Atlas est une clusterisation qui s'appuie sur des calculs et des algorithmes. Mais sinon, la spatialisation, typiquement, vous pouvez la faire à la main. Vous pourriez prendre une souris, bouger ça là, bouger ça là. On reproche à Bourdieu, par exemple, dans la distinction, d'avoir fait des faux AFC. Il trouvait les vrais AFC statistiques pas assez pertinents. Et ben, à la main, il a supprimé des trucs, il les a rebougés, il les a mieux placés, et il s'est fait un document visuel graphiquement plus sympathique. Ça a été une grosse critique, un gros débat quand les scientifiques ont refait les calculs à partir des bases de Bourdieu. Ils ont découvert en fait qu'il avait un peu nettoyé, un peu lourdement la spatialisation de données. Donc, prudence scientifique, une visualisation, c'est une activité humaine, et il faut qu'elle soit bien explicite sur ce qu'elle a fait par rapport aux calculs sur lesquels elle se repose. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt les calculs algorithmiques qui m'ont donné une variable. Vous avez ici vu, qui est un peu le champ de la spatialisation, qui permet une étude exploratoire, qui permet d'émerger des hypothèses, qui permet d'utiliser son œil, et donc une zone du cerveau particulière, pour pouvoir voir émerger des régularités. Et vous avez la table, la data, qui, elle, va utiliser une autre partie du cerveau, celle du calcul, celle de l'algorithmie, pour essayer de voir émerger d'autres régularités. C'est le jeu entre les deux qui va permettre à un moment d'avancer dans ces hypothèses. Par contre, quand on va arriver au stade de la démonstration, on ne peut pas faire une démonstration sur une carte. On ne peut pas dire le rond, il est en haut à droite, il est rouge et gros. Ça, ce n'est pas une démonstration scientifique. La démonstration in fine, c'est une démonstration de corrélation statistique et mathématique. Même si elle va être trouvée au niveau de l'intuition, grâce à une régularité qui va être visualisée. En fait, la visualisation, c'est pour avoir cette utilisation d'une partie imaginaire de notre cerveau qui permet de voir des ensembles instantanément et de constater des différences, des régularités, etc. On ne va pas refaire du Bertin, mais c'est le jeu entre les deux. Mais la démonstration, elle ne peut être scientifique que par rapport à un calcul. Donc ici, vous le connaissez tous, hein, je vais faire vite fait un modèle de spatialisation assez classique. En l'occurrence, ici, c'est un algorithme Force Atlas qui a été, je ne pense pas dire de bêtises, aussi développé par les frères Jacomi, qui dit que c'est une itération. Je fais un tour, toute personne liée va se rapprocher d'un pas, toute personne pas liée va s'éloigner d'un pas. C'est une itération très bête qui est spatiale. Tout individu qui est lié fait un pas vers l'un, vers l'autre, mais le vecteur, si je suis lié à 5 personnes, je fais le vecteur des 5 personnes et j'avance dans cette direction. Et toute personne pas liée, au contraire, fait un vecteur inverse de répulsion.
Alors comme je ne suis pas lié avec plein de gens, eh ben, je trouve le vecteur moyen qui me fait faire un pas. Et donc vous les voyez faire un pas, les uns avec les autres. Et donc c'est sur un espace à 2 dimensions, et chaque nœud va avoir une coordonnée. Ça c'est très intéressant aussi spatialement. Il faut savoir que chacun des nœuds... Ah. Non, j'ai cru que c'était moi. Et si, t'as une influence. Vous voyez là par exemple, Un peu de magie. bon, l'ordinateur est en fin de journée, donc il tourne un peu lentement. D'habitude, c'est un peu plus instantané. C'est pas la vitesse qui aurait été diminuée par exemple. Non, non. C'est le- Non, c'est parce qu'il est resté allumé depuis ce matin et qu'il y a 7 heures de cours derrière, et traitement de données, ouverture de plein de logiciels. Donc un peu de fatigue. Et le fameux Modularity Class, il va faire la même chose, mais lui, mathématiquement, il va regarder les chemins, il va prendre le chemin le plus court, il va dire lui et lui forment une même communauté. Et donc comme ils font un, ils vont former une même communauté avec l'autre. Et il s'avère que quand on fait de la spatialisation et qu'on fait une légende avec le Modularity, ça se recoupe parce que c'est la même logique en fait. Ce sont 2 algorithmes différents qui s'appuient sur la même logique. Les proches se rassemblent, les non connectés s'éloignent. Donc ça c'est vraiment le premier truc qu'on fait en général. Bonjour. C'est le premier geste qu'on fait en général en analyse des réseaux. On applique un algorithme de couleur, celui de Modularity, sur la cartographie. Ah oui, là aujourd'hui c'est plutôt poussif. C'est l'effet Bonaldi. Ouais. Le fameux. Vous voyez là, j'ai calculé le hub et l'autorité. Vous voyez ici, ce sont des calculs statistiques. Là, c'est une représentation graphique. Et l'intérêt, évidemment, est de coupler les deux. Ça veut dire de calquer l'analyse de communauté. Là, il a détecté des communautés. Grâce à un algorithme que j'ai déclenché, il a fait un algorithme, il a détecté des communautés. Ça, je vous rappelle que ce sont des noms, hein, ce n'est pas des chiffres. C'est la communauté 228, la communauté 100, la communauté 102. Il donne le pourcentage d'individus. Il donne le pourcentage d'individus qu'il y a dans cette communauté. Ici, je vous rappelle qu'il y a 1491 individus avec 1324 liens. Et donc, si on calque l'algorithme en couleur sur sa spatialisation, qui n'est pas fini, vous voyez, on peut avoir aussi des incohérences comme ça. L'algorithme de spatialisation a porté ce mauve ici, mais le calcul de modularité considère que ce mauve appartient à la même communauté qu'ici. Et donc ces différences sont aussi très instructives. Au niveau des chemins, lui appartient au même groupe que lui. Il a une proximité très forte de chemin. Pourtant, quand on la répartit spatialement, il est encore parmi eux. C'est en fait parce qu'il a une situation bâtarde. Et l'algorithme a dû faire un choix, et parfois le choix est difficile. Donc avec un certain algorithme, il l'a placé dans une communauté, mais avec l'algorithme de spatialisation, il l'a renvoyé vers une autre communauté. C'est typiquement des nœuds qui sont très indéterminés, et c'est très intéressant à détecter aussi. Les erreurs qu'il y a entre... Enfin, ce n'est pas des erreurs, les 2 appréciations différentes que donnent ces algorithmes, l'un de visualisation, l'autre mathématique, est très intéressant, parce qu'il s'avère que c'est sûrement un nœud qui a beaucoup de mal à se situer dans des communautés. Par là, est-ce qu'on peut dire que cet individu, bien ce groupe, appartient à 2 communautés différentes? Non, cet individu, pour l'algorithme modularité, appartient à cette communauté, mais pour l'algorithme de spatialisation, qui a un autre travail, qui en plus est aléatoire, parce que ça dépend de... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'est pas reproductible, l'algorithme de spatialisation. Il faut savoir que le Modularity Class, par exemple, si je le refais 500 fois, il trouvera toujours les mêmes résultats. Or, un algorithme de spatialisation dépend de la position des nœuds de départ. Puisqu'il fait bouger les gens. Il les fait bouger par rapport à l'endroit où ils étaient au démarrage. Si vous changez l'endroit du démarrage, eh bien, vous n'avez pas la même répartition. Vous avez une répartition proche, mais pas tout à fait la même. C'est en ça qu'il faut être très prudent quand on interprète
des visualisations de données. Il faut bien comprendre ce qui a fabriqué cette visualisation. La visualisation a envoyé ce nœud plutôt là, alors que le modularity class lui a fait appartenir à ce groupe. Ce sont deux interprétants. Ce sont des gens qui interprètent les données. L'algorithme modularity class, il l'interprète avec sa propre méthode. Le Force Atlas l'interprète avec ces deux méthodes. Or, les deux interprétants ont donné des conclusions différentes sur le même nœud. Comme c'est un algorithme, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de hasard. Si, il s'avère que dans le Force Atlas, il y a du hasard. Ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais c'est intéressant de voir les nœuds sur lesquels il s'est trompé. Ça veut dire que c'est des nœuds qui sont à cheval entre plusieurs situations. Qu'on ne peut pas ni placer dans l'un, ni placer dans l'autre. Alors je parle en abstrait parce qu'il faut des cas concrets pour pouvoir tirer les conclusions. Et si je fais, par exemple, ça, on va pas voir grand-chose, bougez pas. On va faire un petit déchevauchement pour écarter les nœuds les uns des autres. Vous voyez, tout ça, c'est un trucage visuel. C'est pas mathématique. C'est un trucage de lisibilité qui déforme pas trop. C'est une forme de trucage qui ne déforme pas trop la structure. Mais qui a déjà un petit trucage. Puisqu'il a un peu éloigné pour qu'il soit plus visible. On est dans la précipitation, là. On est dans l'élément qui permet de regarder les choses plus visibles. Mais on n'a pas trop truqué pour ne pas changer la nature de la structure qui avait été produite par l'algorithme. Et donc là, si je rafraîchis, alors même si c'est dur de s'autociter, mais avec Olivier Ledeuf, on a fait un article complet. On a fait un article complet sur les humanités digitales en France, où on montre justement la comparaison qu'il y a entre interpréter le graphe et interpréter l'algorithme, et on voit qu'il y a quand même, on maintient quand même des conclusions qui sont stables, des interprétations qui sont stables. L'interprétation en sciences humaines et sociales, c'est quelque chose d'ordre de la liberté contrainte par des facteurs objectifs. Donc l'essentiel, c'est d'avoir des facteurs reproductibles. Ça veut dire si je prends d'autres individus avec les mêmes contraintes, devant les mêmes données, devant la même carto, ils devraient être d'accord avec mon interprétation. N'oubliez pas qu'en sciences humaines et sociales, l'interprétation, ça reste d'abord la manifestation d'une liberté. En l'occurrence ici, on le voit, et l'enjeu est que nous puissions avoir un consensus à un moment sur l'interprétation que l'on va faire de cette carte. Une discussion sur l'interprétation qu'on va faire de cette carte. Bon, en l'occurrence ici, elle n'est pas très lisible parce que je vous fais l'exercice en temps réel. Je pourrais vous montrer des cartographies qui sont un peu plus propres, parce qu'il y a des chevauchements là qu'il faut enlever, etc. Mais bon. Par exemple, je vais vous montrer juste une carte. Là la taille du nœud n'a pas été choisie. Je vais choisir le nœud selon son autorité. Ce sera beaucoup plus parlant. Je vais faire un déchevauchement. Vous voyez, là, je commence à sérieusement déformer le réseau. Et là, vous avez une cartographie dont la taille du nœud est l'autorité. Vous voyez, il y a déjà un bug parce que ce site-là est le même que celui-là. Mais comme il y avait un www, ça m'oblige. Je ne vais pas vous faire un cours sur GPhi, hein, il y en a plein en ligne, mais... Si, ça permet aussi, ce qu'on peut dire, c'est que parfois, justement, la carto permet de révéler que dans nos datas, on a un doublon qu'on n'avait pas vu de suite. Ouais. Et là, il apparaît. C'est un bel outil d'exploration de données. Ça reste ça, hein. La cartographie, la visualisation est un outil d'exploration et d'intuition de la donnée.
Mais comme l'histogramme, comme le camembert, comme les courbes. Attendez, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Il est où l'autre? Il faut que je le tape entièrement. Voilà, ces deux-là, en fait, c'est une erreur, puisque c'est les mêmes. Donc on va les fusionner. OK. Et quand on va aller en prévisualisation, on va rafraîchir. Donc là, il y a des choses qui sautent aux yeux quand même. Ça, c'est le site de référence de Digital Humanities. Il s'impose comme une autorité. Le site institutionnel de Digital Humanities aux États-Unis s'impose comme une autorité de référence, un lieu institutionnel où cette communauté émergente, cette nouvelle communauté va s'identifier, se rassembler et s'inscrire. Ce qui n'est pas une évidence. Les institutions savantes ne sont pas nécessairement une autorité dans un champ disciplinaire donné. Il s'avère qu'ici, c'est une autorité extraordinaire. Et un grand mystère à l'interprétation, cette collègue qui s'appelle Myriam Posner est une des très très grosses autorités, son site personnel, c'est un site personnel, est une des très très grosses autorités de la communauté des Digital Humanities aux États-Unis. Tu as Betty Noveski qui est juste à côté, mais il y a vraiment un lien entre les deux sur les aspects théoriques aussi, c'est pas. Vous voyez, donc l'algorithme de Modularity a dit ces deux personnes, du fait de leur citation mutuelle, appartiennent à la même communauté, par leur citation explicite. C'est l'interprétation, moi je distingue toujours l'analyse de l'interprétation. L'analyse est indiscutable. Si nous tombons d'accord sur l'algorithme et son utilisation, l'analyse est indiscutable. L'interprétation, c'est le début de la discussion. Qu'est-ce qui fait que les citations entre ces deux personnes font qu'on les considère à l'échelle du réseau global comme deux personnes appartenant à la même communauté? Là, il va en falloir des variables structurelles, il va en falloir des corrélations pour nourrir les interprétations. Est-ce que parce qu'elles s'appuient sur les mêmes thèses? Est-ce qu'elles s'appuient sur les mêmes corpus de référence? Ça, c'est toute votre exploration structurale qui va venir à un moment expliciter, expliquer cette proximité. On avait montré, par exemple, avec Olivier, qu'une hypothèse très très saugrenue, la proximité géographique, le fait d'appartenir à la même région, ou l'opposition Paris-Province, pouvait être corrélée au fait d'être extrêmement cité. Parce que, n'oubliez pas que sur un site web, c'est un acte de communication, ce n'est pas un acte scientifique. Et donc la communication, c'est avant tout la constitution de communautés solidaires, de soutien qui s'appuient, etc., etc. Et que l'échelle locale, enfin l'échelle géographique est une échelle pertinente. Bon, je n'irai pas plus loin sur les réseaux. C'est toute une exploration. Quand on fera la journée de formation à proprement parler, vous viendrez avec vos corpus, vous travaillerez sur GEFI, vous vous serez déjà formé sur GEFI, et l'intérêt de la journée de formation, ça sera de travailler sur vos données et que nous puissions tourner les uns autour des autres pour, un, répondre aux problèmes, deux, répondre aux questions, et surtout s'instruire mutuellement de ce que nos propres réseaux nous ont expliqué, ou des propres incohérences, ou des mystères, ou des questions qu'on aura relevées. Et vous verrez que quel que soit le sujet, nous aurons des permanences, nous aurons tous les mêmes résultats sur certains paramètres, et par contre, nous aurons quelques différences. Nous aurons tous, par exemple, l'effet Saint-Mathieu, c'est-à-dire le fait que très peu de sites concentrent la totalité des citations et une chute exponentielle décroissante en forme de loi de puissance comme ça, qui fait qu'ensuite on se retrouve avec énormément de sites sans aucun lien avec personne, cités par personne. Vous pourrez travailler sur n'importe quel sujet sur le web, vous retrouverez cette permanence et la courbe aura exactement la même équation. C'est un phénomène de citation et de prime aux gagnants. Donc qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces variables? Eh bien, on va les récupérer. Il y a un moment, on va prendre ces variables. Pardon.
Je vais revenir au laboratoire de données. Ça, c'est ce que j'ai rentré. Ça, c'est ce que j'ai rentré grâce à My Web Intelligence. C'est ce que My Web Intelligence m'a donné. Ça, c'est ce qui a été calculé par GEFI. Donc, nous sommes bien dans une procédure d'enrichissement de données. My Web Intelligence m'a donné tout ça. J'ai fait passer ça par GEFI. J'ai fait ce qu'on appelle un recodage algorithmique. Ce n'est rien que d'autre que du recodage de données. J'ai pris une donnée, j'en ai généré une nouvelle, grâce à un algorithme. Donc ce mot compliqué, recodage algorithmique, c'est très simple. C'est je prends des données que je possède déjà, et j'y applique des calculs pour obtenir des nouvelles données. Il s'avère qu'ici, les algorithmes sont complexes, et ils nous ont donné 3 nouvelles données. Données que je vais récupérer dans le panier commun. Par une exportation, je vais renvoyer ça sur mon panier commun, et ça va enrichir ma base de données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le séminaire s'appelle enrichissement des données. C'est-à-dire que l'enquête ne se fait pas d'un seul coup. Une fois qu'on a le noyau de notre enquête, on va chercher des moyens. La séance dernière, on avait vu aller chercher des variables extérieures produites par d'autres sources de connaissances et les ramener dans son système. Ici, ce ne sont plus l'addition de variables extérieures, mais la construction et la fabrication de nouvelles variables à partir de ce qu'on possède déjà. Recodage algorithmique, partie très importante. L'analyse de réseau nous offre un ensemble de paramètres qui permet de qualifier l'individu en fonction de sa place dans sa communauté. Et donc, on va vous présenter l'outil où, in fine, on va pouvoir traiter ces données. C'est RStudio. Compétence essentielle à acquérir pour l'analyse de données. RStudio, et qui n'est pas du tout, qui fait très peur au départ, et qui en fait est quelqu'un de très gentil, et qui est assez simple à prendre en main, in fine. Vous voyez par exemple ici, vous allez avoir les sites web de My Web Intelligence. À la fin de recodage, je me retrouve avec 45 variables qualitatives, alors que j'étais parti avec 7 variables au départ. De recodage en recodage, en recodage, en recodage, je finis par fabriquer 45 variables qui vont me permettre d'étudier le site web. Je vais vous les présenter. Je ne sais pas si c'est un intérêt que je vous montre le code. Hein. Ce sont des codes de variables, par exemple. Regardez, par exemple ici, je vais prendre toutes les informations de partage sur les réseaux sociaux et je vais les fusionner avec les informations de page web grâce à une clé commune qui s'appelle l'URL. Et grâce à cette ligne, j'attrape toutes les données de réseaux sociaux que j'avais récupérées par mon fournisseur externe, je prends MyWeb et je fusionne. Voilà, je viens de me rajouter 4 variables à mon jeu de données. Ici, GEFI m'a apporté des données. J'ai un nouveau set de données qui est fait de MyWeb plus réseaux sociaux. Je colle GEFI avec ce nouveau set de données par la clé commune. La clé commune, c'est l'identifiant unique, c'est-à-dire l'URL. Et j'enrichis mon set de données. Et puis je continue. Et puis après moi-même, je vais faire des calculs, des moyennes, des sommes, enfin des trucs. On rentrera dans les détails. Là, ça serait beaucoup trop long à expliquer. Il faudrait vraiment une journée entière. Ce code-là, je vais vous le donner en ligne. Vous allez retrouver des choses assez courantes. Regardez, ici par exemple, je fais à l'échelle du domaine la moyenne des partages Facebook de ces pages. Un domaine a publié 8 pages sur les humanités digitales. Ils ont chacun eu des partages sur Facebook. Mais à l'échelle du domaine, c'est ce qu'on appelle un regroupement, group by. À l'échelle du domaine, je voudrais la moyenne de ces partages. Ou je voudrais plutôt la somme de ces partages. Soit je veux mesurer la quantité d'impact, soit je veux mesurer sa compétence moyenne à être partagée sur Facebook. Vous voyez, ce genre de manipulation de soupe, on va chacun se la faire. On va calculer des moyennes de partage, des moyennes de commentaires, et à la fin, vous obtenez cette base de données. Vous voyez, URL, titre, description, tout ça, ça c'est MyWeb. Mots-clés,
Nombre d'expressions. Ce site web, par exemple, a 15 pages dans mon corpus. C'est-à-dire qu'il a été très prolixe, très présent. Pertinence moyenne, c'est-à-dire le nombre de fois où on a retrouvé les mots-clés du dictionnaire. Là, on commence à voir les variables de GEFI. Le nombre de liens entrants, le nombre de liens sortants, le nombre de liens total. Vous voyez, des caractéristiques réseau. Je sais que ce site web a 6 liens vers les autres sites, 14 liens, non, lui il a 14 liens vers les autres sites, il y en a 6 liens qui pointent vers lui, ce qui fait 20 liens en tout. Il a une autorité assez forte, 0,03, ben, ça paraît faible, mais c'est assez fort. Pas de genre, je ne reviens pas là-dessus, je viens d'en parler tout à l'heure. Son excentricité, ce sont des variables quantitatives de réseau. Et puis après, on va rajouter ici les variables réseaux sociaux. Il a été partagé 49 fois sur Facebook. Il y a eu très peu de commentaires. Donc réseaux sociaux. Et puis après, ça, c'est des variables qualitatives qui sont recodées par rapport aux variables quantitatives. On a une grosse difficulté en analyse, mais on en parlera la séance prochaine. C'est que quand on n'a pas une distribution normale d'un paramètre, la plupart des calculs qu'on peut faire et des analyses de corrélation ne fonctionnent pas. Ils sont très difficiles. Donc, du fait qu'on a des phénomènes dans le web, et ça c'est une première surprise que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai commencé l'analyse du web, la plupart des phénomènes qu'on étudie sont en fait des phénomènes rares. Être cité n'est pas courant. C'est un phénomène exceptionnel. Être partagé sur Facebook n'est pas courant. C'est un phénomène exceptionnel. La normalité, c'est de ne pas être cité. 80% des sites web ne sont cités par personne et ne sont jamais partagés. Donc c'est bizarre dans une étude en sciences sociales d'étudier un phénomène qui n'arrive jamais. C'est très difficile. Et les statistiques quantitatives ne sont pas faites pour étudier des phénomènes exceptionnels. Normalement, on dit en sciences sociales que quand 90% de vos répondants n'ont rien répondu, vous n'avez pas fait l'enquête. Imaginez que vous fassiez une enquête sur 1476 personnes et qu'à certaines questions, 95% n'ont pas répondu aux questions essentielles de votre formulaire. Vous faites quoi ? En sciences sociales, normalement, on dit on abandonne l'étude. Sauf que nous, on ne peut pas l'abandonner l'étude parce que c'est la nature même de notre étude. La nature même de ce que l'on étudie, le fait d'être cité, le fait d'être partagé, le fait d'avoir une autorité ou de l'audience, est un phénomène exceptionnel. Alors, il y a deux solutions. Soit vous dites, en fait, je vais filtrer, je ne vais étudier que les personnes qui ont une existence sociale au sens de une audience et une autorité. Et donc, je supprime la totalité des sites qui ont 0 citation et 0 partage. Et donc, je me retrouve donc avec un sous-corpus, ce qui est acceptable. C'est-à-dire que je ne travaille qu'avec les leaders, en fait. Je fais une étude d'influence des influenceurs. Là, vous résolvez le problème. Soit vous travaillez d'une façon plus grossière avec des variables qualitatives. C'est-à-dire qu'en réduisant les dimensions, vous rétablissez une possibilité d'étude. C'est pour ça que moi, j'ai choisi les deux options, d'ailleurs. J'ai fait une étude en réduisant uniquement au cœur, et en me disant, voilà, il existe deux mondes. Il existe des gens qui publient, mais qui sont cités par personne et partagés par personne. Ça, c'est à droite. Et à gauche, il y a des leaders qui ont une vraie influence, qui sont cités et qui sont partagés. Et donc, je vais faire deux études comparées. La deuxième, c'est que, en fait, je vais requalifier en 3 modalités ou 4 modalités un paramètre quantitatif. C'est-à-dire que je vais basculer du quantitatif en qualitatif. Sur une base qui va être soit un découpage moyenne, quartile, quantile. Je vous montrerai comment on fait la séance prochaine. On le fera vraiment concrètement la séance prochaine. Soit par les camines, ça veut dire par la proximité. 7 est proche de 8, donc je vais considérer qu'ils appartiennent au même groupe. Et s'il y a un gros écart entre des chiffres, par exemple si j'ai 6, 7, 43, 44, il est logique que je rassemble 43, 44 ensemble et 6 et 7 ensemble. C'est ce qu'on appelle la méthode des camines, c'est-à-dire la méthode des proximités
de variables. Et donc, il y a un algorithme qui permet de calculer tout de suite la distance entre les chiffres et leur proximité, et qui va dire, vous voyez, ces chiffres sont très proches, 7, 8, 9, 11, ils sont collés. Et puis d'un coup, vous avez un grand vide, et un chiffre qui est 32, 34, 37, 38. Et bien, il va dire, tout cela, c'est un même groupe, tout cela, c'est un même groupe. Et vous allez attribuer un mot, c'est moi qui attribue le mot, pour dire, voilà. Donc, je transforme une quantité en qualité, qui me permet d'avoir une vision plus grossière, mais plus interprétable. Je perds en précision, mais parce que la quantité n'est pas utilisable dans ce cas-là. C'est un phénomène courant en sciences sociales. Hein. Beaucoup de chercheurs en sciences sociales sont obligés de faire ça. Sur le moment, la variation est trop... est pas assez normale, la distribution n'est pas assez courante pour pouvoir l'interpréter avec sérénité. Donc on bascule vers une typologie plus grossière, plus qualitative, mais qui va nous permettre de réutiliser des outils statistiques plus pertinents. Donc on dira des choses plus vagues, mais plus certaines. Mieux prouvées statistiquement, mais plus grossières dans l'interprétation. Voilà les sites à forte autorité. Et non pas, voilà les sites qui sont compris entre 0,03 et 0,045, parce que ça ne veut rien dire. Enfin, c'est pas que ça ne veut rien dire, c'est que c'est difficilement utilisable. Enfin, il me reste du temps, il est quelle heure? C'est 10. Super. Enfin, l'autre recodage, qui est un champ que je vais ouvrir, que j'explore en ce moment, est le recodage de texte. Le redimensionnement d'un contenu textuel. Le recodage qualitatif, c'est simple. Êtes-vous un homme, une femme? Êtes-vous riche, pauvre? Êtes-vous... Avoir 4 ou 5 dimensions dans une qualité, c'est très simple. 10, 15, 20, 50 dimensions, c'est très simple. Analyser un texte constitué de 50 000 mots, ça, les analyses statistiques ne sont pas faites pour. Elles vont être obligées d'utiliser des astuces. Or, la recherche en analyse automatique du langage, puis maintenant aujourd'hui la recherche en intelligence artificielle, depuis 50 ans, se pose cette question de qu'est-ce que c'est que de faire rentrer un texte dans un tableau de données pour pouvoir y appliquer des calculs mathématiques. Et il existe des astuces, en fait. Parce que la statistique et les sciences sociales, c'est une série d'astuces logiques. L'astuce de base, la première astuce, celle que je suis en train d'explorer, parce que j'avance doucement parce que je veux que ça soit solide, c'est l'idée de se dire un texte est composé de mots. Pour l'instant, on est tous d'accord. Quand un texte doit être identifié, quand il doit être non seulement identifié, mais discriminé par rapport à d'autres textes d'un corpus, on voit bien que certains mots ont une valeur plus importante que d'autres mots. Donc on va déjà réduire ce texte de 60 000 mots en lui enlevant, par exemple, ce qu'on appelle les stop words. Le, la, de, nous, donc, sont des mots trop faiblement signifiants pour distinguer ce texte-là d'un autre texte. J'enlève les stop words, je perds 60% des mots. Donc d'un texte qui était défini selon 65 000 dimensions, vous imaginez faire un calcul avec 65 000 variables, si chacun des mots est une dimension. Alors encore, vous rajoutez tous les textes, vous pouvez vous retrouver avec 4 millions de mots. Donc comment on fait des calculs avec 4 millions de variables? C'est très difficile. Si j'enlève tous les stop words, de 4 millions, je vais passer à 300 000 mots. Si j'enlève les conjugaisons, les pluriels, des chevaux, un cheval, on parle de la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle la lématisation. J'enlève toutes les conjugaisons, tous les pluriels, et je dis chevaux, cheval, c'est la même chose. De 400 000, je descends à 70 000 mots. Et je me retrouve avec un texte qui est à la fois épuré de ces mots passe-partout, ces mots pas très signifiants, et de ces conjugaisons. C'est un texte lématisé. Et à partir de ce texte, je vais récupérer un dictionnaire. Et
en fonction de ma propre étude, un dictionnaire qui est plus facilement manipulable, parce qu'on est à 30 000 mots, c'est gérable, 30 000 mots humainement. 4 millions de mots, c'était pas gérable. 30 000 mots, c'est comment ça être gérable. Je vais commencer à enlever du bruit, parce qu'il y a des mots qui n'ont vraiment aucune raison d'être, qui sont vraiment très hasardeux. Par exemple, je vais enlever tous les mots qui ont été prononcés qu'une ou deux fois. À l'échelle de mon étude, je considère que les mots qui ont été prononcés qu'une ou deux fois ne sont pas pertinents. Vous pouvez me dire le contraire, hein, vous pouvez avoir une hypothèse qui dit le contraire. C'est peut-être, pour vous, c'est peut-être les mots qui sont prononcés qu'une ou deux fois qui sont pertinents. Moi, si je fais une analyse globale de population, bah, ça tombe bien, il s'avère que c'est 90% des mots. Rappelez-vous tout à l'heure, courbe exponentielle décroissante, 90% des mots n'ont été prononcés qu'une ou deux fois. Or, comme un mot qui a été prononcé qu'une fois ou deux fois, comme un mot qui a été prononcé une fois ou deux fois, peut classer 16 000 pages, puisqu'il n'est présent que dans au maximum 2 pages. Vous comprenez? Je veux classer 16 000 pages, et il y a un mot qui est présent que 2 fois dans tout le corpus. Il ne me sert à rien. Il ne va pas discriminer les pages, puisqu'il est présent que dans 2 pages. Donc si j'enlève un mot et 2 mots, ceux qui sont présents une fois ou 2 fois, j'enlève 80% des mots. Et là, je me retrouve avec un dictionnaire de 5000 mots. Je suis passé de 4 millions de mots à 5000 mots. Et là, je peux commencer à faire un nettoyage manuel. Parce que 5000 mots, c'est une liste très facile à passer. Et là, je commence à comprendre des mots qui n'ont rien à voir. Hier, le 5 mai, des dates, des trucs très sporadiques. Bon, j'enlève. Et là, je me retrouve avec les 2000 mots. Je suis passé de 4 millions de mots aux 2000 mots qui discriminent mon corpus, qui portent le sens lourd de mon corpus. Avec 2000 mots, je vais commencer à pouvoir faire tourner des algorithmes de classification. Si je laisse les 4 millions de mots, ma classification, non seulement elle va tourner à vide, elle va te dire que tout est dans tout, donc il ne va pas savoir discriminer, parce que tous les mots ont donc, tous les mots ont le, tous les mots ont pour, enfin toutes les pages ont pour, donc il va finir par te dire, vous savez, toutes ces pages, c'est la même page, ils disent la même chose. Ils disent tous le, pour, donc. Et comme ces mots sont les plus présents dans le corpus, il va vous dire, moi je ne peux pas discriminer. Vous m'avez demandé de sélectionner les pages en fonction des mots dans cette page, et je peux vous l'affirmer, 90% des mots sont communs à toutes les pages. Donc je peux vous affirmer que statistiquement, toutes ces pages forment le même corpus. Il n'y a pas de distinction entre ces pages. Par contre, si j'ai éliminé tous ces mots, et que j'ai gardé 4000 mots ultra signifiants, là il va pouvoir commencer à séparer les mots les pages qui ont le même vocabulaire, et les rapprocher statistiquement. Là, on va pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Ça vous paraît clair, ça? Tel que vous le présentez, ça serait une étude sur l'occurrence des mots, en gros. Ouais, sur la présence, la signature des mots, en fait. Un texte qui aurait Maryland, comme c'est le cas, Université de Maryland, Digital Humanité Conférence, et un autre texte qui aurait Digital Humanité Université Maryland Conférence, il y a de fortes chances que ces 2 pages parlent de la même chose. Donc si je dois les rapprocher, si je dois les analyser les unes avec les autres, leur proximité sera très forte. Ça vous paraît clair? Oui, je vois. Et en fait, ça va ressembler à une matrice. Tous les mots que j'ai qui forment le dictionnaire de mon corpus vont former des variables. Mot 1, mot 2, vont former un dictionnaire. Et ce dictionnaire, le dictionnaire global de mon corpus, forme un univers multidimensionnel. Parce que dans le document 1, il y a 6 fois le mot là, il y a 3 fois le mot et 0. Ici, il y a 5 fois ce mot, 2 fois 0, ici 0, 0. Par contre, ici, il y a eu 7 fois le mot, 1 fois le mot. Mais quelle est la différence entre ce travail-là et ce que fait Alceste? C'est la même chose. Voilà. C'est strictement la même chose. chose. Sauf que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de le faire nous-mêmes, parce que justement, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'algorithmes de classification, surtout en intelligence artificielle du type réseaux neuronaux, etc., qui sont très très puissants, que Alceste n'utilise pas du tout. C'est filmé, mais j'adore les gens qui ont travaillé sur Alceste. Mais voilà, l'AFC, c'était il y a très très longtemps.
L'AFC, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, les algorithmes de classification qu'on va utiliser sont extrêmement puissants. Donc on va reprendre la logique d'Alceste, mais on va la reprendre en main nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes, ces matrices et ces codes. Et on va pouvoir utiliser la totalité des nouveaux algorithmes de classification qui sont utilisés notamment par Google, par Amazon, par Azure. Et vous allez voir que ça va offrir des classifications extrêmement poussées, très fines. Mais c'est exactement la démarche. Mais Alceste lui-même n'est que l'application de 40 ans d'analyse automatique du discours. Ce que j'explique ici, c'est la philosophie globale de l'analyse lexicométrique. Réduire les dimensions, faire une matrice qui sont... Ça, c'est des coordonnées dans l'espace. Hein. S'il y avait 2 mots, je peux le représenter. 3 mots, je peux le représenter. Au bout du 4e mot, je ne peux pas le représenter. Or là, on travaille à 5000 dimensions. Une représentation spatiale. Et mes documents sont placés là, là, là. Et je vois bien que ceux qui sont placés là sont très proches. Donc quand je vais faire une clusterisation, je vais me rapprocher très fortement. Ce qui va m'intéresser, je vais terminer avec ça. Ça, c'est ce que fait Alceste et ce que fait l'analyse automatique du discours depuis 40 ans. Là-dessus, la nouveauté, c'est que les algorithmes de classification ont fait des très très grandes avancées ces 10 dernières années. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution de l'intelligence artificielle. Donc il s'agit pour nous d'utiliser ces algorithmes avec une méthodologie ancienne de découpage du texte. Et voir, et ça pour moi c'est une exploration aujourd'hui, voir la puissance qu'ont les nouveaux algorithmes de classification, parce que jusque-là on faisait de l'AFC, et c'est un truc qui a 40 ans. Aujourd'hui, les réseaux de neurones, les SVM et compagnie, support vector machine, c'est de nouveaux algorithmes de classification. Il va falloir tester sur cette ancienne méthode de découpage ces nouveaux algorithmes. Mais il y a quelque chose de plus nouveau que je voulais vous montrer, mais on a presque plus de temps. Vous avez encore un peu de temps ou pas? Non. 10 minutes. Je voulais vous montrer un truc vraiment extraordinaire. C'est qu'en fait, on peut désormais demander à la base de connaissances des grands géants du GAFA, je les appelais justement maintenant Gaia, Google, Amazon, IBM, Azure, c'est Microsoft, c'est le nom que Microsoft porte. Donc j'aime bien l'acronyme. Je mets un copyright dessus, parce que vu le succès de GAFA, j'espère que le succès de Gaia sera à la hauteur. Gaia, c'est les 4 grands fondateurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur Internet, des services d'intelligence artificielle sur Internet. On envoie à ces gens des photos et des textes, et ces gens nous renvoient des mots. Et donc nous renvoient des nouvelles dimensions qu'on n'était pas capable de construire jusque-là. Et donc dans la matrice des mots, on va pouvoir maintenant poser des questions spécifiques. Par exemple, je voulais vous montrer comment ça tourne. Ça tourne en 2 lignes. Hein. 2 lignes de code, et ça marche. Je voudrais tous les noms propres des textes. Genre, tous les auteurs qui sont cités dans les textes. Il me renvoie, document par document, les personnes qui sont citées. Je voudrais toutes les institutions et toutes les entreprises citées dans le texte. Il m'envoie uniquement les institutions et les entreprises. Du coup, ma classification, je pourrais la faire, classe-moi les documents en fonction des personnes citées. Classe-moi les documents en fonction des institutions citées. Classe-moi les documents en fonction des produits cités, des lieux cités. Je vous montre juste un exemple pour s'amuser. Regardez la taille du code. Je ne suis pas informaticien. Regardez la taille du code. Alors ça, c'est la détection des images, par exemple. Hein. Ça va encore plus fantastique. Alors ça, c'est Amazon. Alors ça, c'est le code complet. Hein. Je vous ai écrit le code complet pour tout utiliser. J'appelle l'intelligence artificielle de Google qui analyse le texte. Je lui donne mes identifiants. Ça, c'est mon compte perso. Je récupère un corpus sur lequel je bossais. Je lui envoie le premier texte. Là, j'ai fait une boucle.
je déclenche la fonction Analyse Natural Language Processing. Analyse en langage naturel ce texte. Il me renvoie une base de données dans laquelle je peux extraire l'intensité du texte au niveau émotionnel, la négativité, sortir les phrases notatives, les phrases négatives, les phrases qui ont une intensité très forte. Oui, ça marche très bien. Ah oui, ça marche très bien. Je veux sortir uniquement les noms propres, je veux sortir uniquement les verbes, uniquement les adjectifs, je veux sortir les personnes, les êtres humains, ou les personnalités morales, j'ai appelé ça les actants, je veux sortir uniquement les lieux, les dates, les événements. Est-ce qu'on parle d'une conférence, d'un forum Attention, il ne sort pas un mot, il sort le groupe de mots pertinents. Il ne sort pas conférence. Il fait conférence du Maryland de novembre 1964. On n'est pas dans l'analyse lexicométrique, on est dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il a un dictionnaire de la totalité des pages produites dans l'univers, c'est-à-dire des milliards de pages, et le modèle s'est entraîné sur la totalité de ce qui a été dit par l'humanité. On est face à une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui tournent sur des bases de connaissances gigantesques et leur analyse de corrélation, les sentiments, bien sûr. Et pire, Google a sa propre classification qu'il a construit des pages. Il a une nomenclature personnelle. Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est de l'économique? Est-ce que c'est de la beauté, institut de beauté? Et il vous donne accès à sa propre classification des pages. Vous récupérez ça en 30 000 pages classées 1 minute 15. Ça veut dire qu'ensuite vous avez des dimensions qui ne sont plus purement lexicométriques, mais qui sont sociologiques. Parce qu'à ce stade-là, savoir reconnaître une institution, savoir reconnaître des personnes. Et donc là, vous allez pouvoir faire des classifications de documents selon des natures de paramètres qui ne sont plus un mot et son sens. Ou du moins un mot, même pas son sens, un mot et sa position. Et nous sommes au début de cette offre de service, qui va être l'une des offres de service les plus rentables pour ces grands géants. Le CNRS va établir son propre offre de service par rapport à la documentation scientifique. Le CNRS est en train de mettre en place, il vient d'ouvrir un champ. Mais bon, ça sera disponible dans 4-5 ans. Le CNRS va rassembler tous les articles scientifiques produits en langue française et va créer une intelligence artificielle, sûrement en accord avec eux. Ils annoncent qu'ils vont le faire eux-mêmes, mais je sais très bien qu'ils vont en fait sortir un chèque à Amazon et puis il va faire un sous-modèle, quoi. Qui nous donnera accès à une API qui permettra de faire des analyses en effet notionnelles, de citations, d'articles, etc., etc. Donc ça, c'est l'ouverture vers les 10 prochaines années de l'analyse automatique de contenu. Et ça va prendre 10 ans. Hein, c'est quoi la part de fantasme dans ça? Parce que Google Books, on nous a vendu le WordBrain avec tous les bouquins de la Terre. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des biais énormes parce que c'était que les BU nord-américaines et un petit peu les bibliothèques européennes et tout ça. On nous a vendu la reconnaissance des visages, etc. On s'est rendu compte que c'est entraîné par des ingénieurs blancs de la Silicon Valley, donc ils associent visage de noir avec des visages de sein. Moi, je suis ultra sceptique. Ouais. Alors, exécute-moi le machin et sors-moi un truc qui vaut la classification des ondes de Reinert, et là, on peut parler. Ça écrase. Non, mais c'est même pas ça vaut. Ça fait disparaître. Ouais, mais montre-le. Ouais, ben on va le montrer. Tu veux que je te le montre là, mais ouais. Non, on va le montrer là. Alors maintenant, il est temps. Si tu veux, regarde, je vais te le montrer tout de suite. Non, mais en tout cas, c'est... Non, regarde, je vais te montrer ça tout de suite. Il faut qu'on... Regarde. Voit ça, quoi. Regarde. Non, mais on est dans... Tu jettes, hein, Reinert, tout ça, c'est fini. Et il y a eu des comparaisons qui ont été faites. Bah, tu vois, par exemple, ce que j'utilise là, c'est sorti il y a 3 mois, ça, sur R. R, qui est le truc le plus avancé, machin. Oui. La librairie, là, elle est sortie il y a 3 mois. Donc là, on est à la pointe de l'innovation. Pour que ça devienne mature, c'est 4-5 ans. Pour nous, hein, mature. Mais pour eux, c'est déjà mature. Et ils vont entrer pire. Je vais t'expliquer. Ils ont un service où tu files ton propre corpus, ils te donnent une interface, parce que ça va faire du bruit, ça. Tu enlèves toi-même le bruit à la main,
Hein, tu t'appelles tes étudiants, ils t'enlèvent les mains à la bruit. Tu leur renvoies et ils te gardent en mémoire ton modèle pour tes analyses à toi. Et ils renforcent leur algorithme, mais en même temps, ils te l'offrent. Ton modèle à toi. Tu as un paramètre où tu rentres ton modèle à toi, et alors là, le bruit disparaît complètement. Mais là, tu vas voir déjà, il n'y a pas de bruit. Regarde, on va faire ça. Voilà, ça a marché. Là, je viens de lui envoyer mon premier texte de mon corpus. Il a envoyé 1745 caractères. Et je vais lui demander par exemple tous les noms qu'il y avait. Vous voyez, ça c'est la fonction qui dit. Bon, il a récupéré tous les mots, et je lui demande dans les mots ceux qui sont des noms, et puis je les rabonne. Et donc, vous voyez ici, il a donné tous les noms du texte. Et si je veux un truc plus parlant, ici, les organisations. Et c'est des noms communs. Ouais, les noms communs. Si je veux les organisations. Les noms propres. Donc vous voyez, American Application Bootcamp. Donc vous voyez, il y a énormément de bruit encore. Mais Application Bootcamp, auteur, Design Thinking Bootcamp, vous voyez, c'est pas uniquement du lexical, on est déjà Graduate Writing Project. Et si on prend... C'est déjà le travail de concordance. Si on prend les acteurs, par exemple, On va passer aux questions. Ouais, on va passer aux questions. Il est 7h15, 7h30, terminé. Bon, il n'y a pas d'acteur dans ce texte. Est-ce On qu'il y a voit, tout- on voit le. Il y a Vous voyez la pas logique? mal de bruit, mais. On voit l'orientation de ce que tu dis concernant. C'est pour ça que, et je finis là-dessus, on va développer une interface, là on est en train de la faire développer, on va développer une interface graphique, parce qu'en effet il y a du bruit, et l'intérêt, le gros intérêt, c'est que ça fait un prémâchage, on supprime à la Mechanical Turk le bruit, le résultat rentre dans un dictionnaire, entraîne le modèle, ce qui fait qu'au fur et à mesure, le modèle de Google qui va se personnaliser par rapport à nos suppressions à nous, sera de plus en plus pertinent par rapport au champ sur lequel vous travaillez. Parce qu'en fait, le bruit va dépendre du champ sur lequel vous bossez. Donc à chaque fois que vous ouvrirez un nouveau projet, votre modèle sera plus bon. Puisque, sauf si vous travaillez dans le même champ, c'est plus les mêmes dictionnaires. Donc l'enjeu pour 2020, pour moi, c'est qu'on mette en place une interface graphique qui fasse ce boulot, qui est quand même sacré filtre, hein. C'est un prémâchage de travail, que vous observiez le bruit, que vous supprimiez le bruit, et qu'une fois que ce bruit est supprimé, tout ça soit récupéré dans le modèle personnalisé offert par Google. On a un compte personnalisé qui fait qu'à un moment, il réentraîne les algorithmes. Comme vous lui avez dit, ça c'est du bruit, j'en veux plus, il comprend de mieux en mieux, et il assiste, il n'est pas que passif. Il réentraîne par rapport à son corpus, et par rapport à votre dictionnaire, son algorithme de classification. Et donc, il fait diminuer le bruit. Il y a une image très forte, il y a un robot qui doit jouer au bilboquet. Et la première fois, il lance le bilboquet, il le rate complètement. Pendant 15 mouvements, il le rate, et vous voyez que la boule arrive de plus en plus proche du bilboquet. Et au 45e, il réussit tout le temps. Ça, c'est l'apprentissage progressif des algorithmes. Learning machine. Ça, c'est sans aucune learning. Là, c'est la machine tout seul qui a fait au regard de son learning, c'est-à-dire au regard de tous les corpus, tout confondus de Google. L'enjeu vraiment, c'est quand vous travaillez, vous, dans un champ donné, c'est qu'à un moment, vous ayez entraîné l'algorithme de Google au regard de ce que vous lui avez dit, ça c'est du bruit, ça c'est du bruit, ça c'est du bruit, et qu'un jour, vous ayez un modèle qui, dans le champ, l'information de santé, par exemple, si on bosse sur l'information de santé, qu'on ait un modèle, à nous, qui est le fruit de toutes nos études sur l'information de santé, qui fait que quand on utilise Google, l'analyse automatique des grands corpus, elle aura toujours un bruit, hein, il y aura toujours des échecs, mais elle aura un bruit infime.
Ce que je vais vous le montrer avec le ligne de code, c'est que la machine, on va la chercher en 3 lignes. Maintenant, le projet, c'est 5 ans. Le projet... La promesse, là tu rabaisses la promesse. Non. Parce que j'ai pas réussi à faire le truc de l'image. Le truc de l'image, ça c'est vraiment surprenant. J'ai mis des photos des gilets jaunes. Et par exemple, à un moment, on voit l'Arc de Triomphe dans le fond de la photo. Et il détecte l'Arc de Triomphe. Il détecte que c'est l'Arc de Triomphe à Paris. Il dit manifestation. Il dit personne en colère. Riot, personne, machin, etc. Et il dit Arc de Triomphe. Paris. Donc ça veut dire que vous envoyez 100 000 photos. C'est pas mal. Une classification automatique des images comme ça, c'est pas mal. Il y aura du bruit, mais c'est pas mal quand même. Après, ce genre de classification d'images, ça ne fonctionne pas uniquement justement dans des lieux très connus. Et, Ouais, si. Parce qu'après, quand on va à Bordeaux ou des petites villes, Ça sera machine learning. Ça veut dire que ça sera toujours par rapport à l'entraînement que tu lui as donné. S'il a rien, lui, s'il n'a pas l'habitude, si tu le montres un truc qu'il connaît pas, il détecte même pas, quoi. Si tu lui dis, si tu prends une souris, tu lui dis, t'as raté complètement la carré égale miroir, tu lui dis une fois que ça c'est le miroir de Bordeaux, partout il va le retrouver. Rappelez-vous que Facebook il vous a fait ça, même Amazon, il ne reconnaît pas vos visages, il vous promet de reconnaître vos visages sur les photos, il y a 80% de photos qu'il ne reconnaît pas, mais il va vous poser 4 fois la question, 5 fois la question, mais ça c'est vous, ça c'est vous. Au bout de la 20e fois, il a reconnu vos 150 000 photos, vos 4 millions de photos si vous voulez. Ça veut dire que le gain est exponentiel. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il va falloir l'entraîner, parce qu'au départ, il prend avec ce qu'il a. Il est très bête au début. Mais par contre, chaque investissement de votre part a des conséquences énormes sur les grands corpus. Et si c'est un investissement collectif, c'est-à-dire si on décide, par exemple, de trouver un moyen de faire une mémoire collective parce qu'on travaille sur un champ commun, d'images par exemple, eh ben ça peut même être un bien commun. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'un modèle entraîné en information de santé peut être donné à la communauté. Pourquoi ? Et peut-être même qu'une interface donnée en commun, pour des gens qui bossent sur un même champ, peut être à un moment un modèle algorithmique qui peut être un bien commun, un bien mis en commun. Ça, c'est ça qui m'excite pour les 5 prochaines années. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on ouvre une perspective de fabrication d'un bien commun qui est des modèles d'algorithmie, d'interprétation des textes et d'interprétation des images. Et je ne vous ai pas montré l'analyse vidéo, qui là est assez délirante. C'est-à-dire une voiture arrive à la minute 13, 17 secondes, et elle arrive sur la droite de l'écran. Ouais, l'analyse d'image. Fantastique. Nous devons avoir, si nous travaillons dans les humanités digitales, nous devons d'avoir aujourd'hui des outils à cette hauteur. Voilà. Bon, on passe aux questions. Merci à vous. Si on n'est pas sur un horizon 5 ans, mais même si on n'est pas sur un horizon du mois de février, comment en fait on pourrait essayer de travailler sur la question du recodage du corpus en partant d'Escarpi et de sa relation avec les archives CIC. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus ? Ce qu'on peut faire, c'est prendre tous les documents qu'on a, extraire par exemple les personnes. Ça, on a. Voilà. Ça, on peut le faire. De tous les documents qu'on a, c'est-à-dire, en fait, tu veux dire les... Tout ce que tu as numérisé dans ta base de données, on peut l'envoyer à Google, dire extrais-moi les lieux, extrais-moi les institutions, extrais-moi les personnes. A priori, il y a des index, donc c'est vrai que le lien est relativement limité. Après, il ne les renseigne pas toujours parfaitement, c'est vrai. Mais... Après, en fait, l'idée, c'est entre ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire entre Est-ce qu'il y a des index qui associent vraiment tout à tous les documents ? Non, justement. Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on aura un index 1, et en fait, après, on essaiera de se faire un dictionnaire en lien avec le corpus de 1200 textes des SIC. Ouais. Et en fait, voir s'il y a une... Qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a une proximité entre les paramètres lexicaux qu'il y a dans le corpus d'Escarpit et les paramètres lexicaux de... Si on dit qu'en fait, si on pose à titre d'hypothèse que c'est un livre séminal, entre guillemets, donc en fait, normalement, il devrait y avoir de la descendance,
Et quel type de descendance sur un corpus beaucoup plus large, qui est en fait les archives SIC. Ouais. On pourrait par exemple prendre le dictionnaire des mots essentiels de Escarpit Il y a déjà et essayer de le chercher au regard d'autres corpus, en filtrant ces corpus par discipline, et de regarder comment le dictionnaire d'un corpus B est proche du dictionnaire d'un corpus A. Ça pourrait être un test. Alors, ce genre d'outils, comme vous l'avez pu le constater, son gain est corrélé à la taille du corpus. Plus le corpus est plus petit, plus il est plus facile de le faire à la main. Plus le corpus est grand, plus l'enjeu est de comparer des corpus très grands, plus le gain de ce genre d'outils est manifeste. Et sur les 1200 textes, en fait, de l'archive SIC, ils ont déjà des métadonnées sur les 1200. Alors, s'ils ont des métadonnées, ils ont déjà fait la classification, donc on n'a pas besoin d'algo. Ça serait comparer la Ouais, classification. alors ça c'est de l'analyse. Ça on verra ça la séance prochaine, c'est facile. Alors ça c'est facile, quand ça c'est fait, c'est très simple. Hein. Faire de la classification automatique à partir de documents qui sont bien indexés avec des bons métas, ça c'est très 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 simple. Ça c'est très simple. Après on peut, Pas forcément bien indexés, mais sont indexés. comme tout à l'heure, quand on a regardé comment un algorithme de visualisation disait des choses différentes d'un algorithme de classification, on peut aussi s'amuser à comparer ce qu'un algorithme automatique d'analyse du langage va créer comme index au regard de l'index qui a été produit dans le document. On prend le dictionnaire du document, on prend le dictionnaire, et qu'est-ce qui a été oublié? L'algorithme détecte tous ses noms propres ou tous ses concepts, parce qu'il y a un truc qui s'appelle entities qui détecte les mots conceptuels. Et on se dit, tiens, il y aura un nettoyage, etc. On se dit, tiens, c'est marrant, dans son index, alors qu'il parle très souvent de ce concept, de ce concept, de ce concept, il n'apparaît pas dans l'index, ou il apparaît différemment, ou... On peut repérer les concepts, comme ça. Ouais. Ce qu'ils appellent les entities. Encore une fois, le mieux, c'est que tu récupères une première version de ce que Google t'a envoyé, tu nettoies, tu lui renvoies, tu lui dis réentraîne-toi, et tu dis, ah bah oui, d'accord, je les ai mieux retrouvés dans les textes, et il les pondère beaucoup mieux. Ça, c'est le boulot que j'ai investi, moi, personnellement, à titre de méthodologie, c'est le boulot que j'ai investi cette année, 2019-2020, maîtriser cet outil, surtout le feedback, parce que c'est comme l'histoire du bilboquet, il faut savoir renvoyer une donnée nettoyée, il te la renvoie avec moins de bruit, et des fois il t'en renvoie même avec des bruits qu'il ne t'avait pas donné la première fois, ce qui fait de nouvelles erreurs à cause de ta modification. Mais en tous les cas, au bout de 8 ou 9 passes, il fait quasiment plus de fautes. C'est les mêmes algorithmes qui servent au joueur de bilboquet, le robot bilboquet. Il fait des erreurs, il apprend de ses erreurs, il enlève certains gestes, il renforce certains autres, et ce renforcement va permettre à son analyse d'être de plus en plus fine. C'est pour ça que moi je parle de bien commun de ce modèle, parce que moi personnellement je vais travailler sur les controverses politiques, les controverses d'information de santé, et notamment les discussions en humanité digitale, digital méthode, c'est-à-dire le corpus scientifique. Je vais travailler sur 3 champs dans les 5 à 10 prochaines années, je travaillerai sur 3 champs particuliers. Moi ce qui m'intéresse, c'est sur une moyenne vue, c'est qu'à un moment, j'ai mes propres modèles dans ces champs. C'est-à-dire qu'à force d'avoir retravaillé sur les mêmes corpus, j'ai des modèles très entraînés qui puissent me permettre de, dès la première passe... Qu'est-ce que tu as fait un modèle? C'est-à-dire que tu l'as toi ou c'est ce que tu sollicites de chez Google? C'est-à-dire que, en fait, en enlevant, en lui disant ça c'est des erreurs, ça en fait pour moi c'est pas des entités, il va les classer comme fausses, comme des erreurs, ce qu'ils appellent des faux positifs. C'est-à-dire que pour lui, c'était positif, mais pour toi, c'est faux. Et donc, quand il va retourner son modèle d'analyse d'éléments, et qu'il va dire, tiens, ce mot-là, c'est sûr que c'est une entité. Mais sauf que toi, tu lui as dit que ce n'était pas une entité. Il va comprendre, dans son analyse lexicale, qui est très complexe, qui dépasse notre entendement, puisque c'est à eux, il va comprendre ce qui a fait pour lui que ça, c'était une entité. Et il va enlever cette règle. J'ai peut-être mal formulé la question parce que j'avais compris ce principe-là. C'était quand tu disais que le but c'était d'avoir une sorte de bien commun, des modèles bien entraînés qu'on a réussi à faire par notre travail. J'ai du mal à voir en quoi c'est les nôtres et en quoi ils sont communs si c'est le modèle de Google en fait. Parce que Google te dit fais-moi des entrées, apporte-moi des données. Parce qu'en fait on va toujours ressortir nous des données, mais les modèles on les a jamais. Non, mais par contre ce qu'on va avoir c'est que tout ce qui a nourri Google pour améliorer son modèle. C'est toi qui as le fichier. Oui, mais ça ne sert à rien si tu n'as pas le modèle. C'est le modèle de Google, c'est toujours le même. Donc, si toi, tu veux bosser sur l'information de santé avec l'intelligence artificielle de Google, je vais te donner des documents que tu dois fournir à ton intelligence artificielle pour l'entraîner,
pour qu'elle ait tout de suite le niveau supérieur plutôt que de commencer. Absolument pas un bien commun. Tu entraînes un service, ouais. de la société. Ouais, bien sûr, on travaille pour lui. Ah ouais, bien sûr, on travaille pour lui. On travaille pour lui, mais on travaille pour nous. Oui, mais pourquoi on ne peut pas implémenter sur notre machine à nous le système? Parce qu'il n'existe pas. Parce qu'il faut avoir toute la base de connaissances de Google. C'est fini, on a perdu. Ça veut dire que le CNRS nous promet aujourd'hui d'offrir un bien public, mais on a acheté l'éponge. Et à l'ère, on ne va pas faire de politique, mais à l'ère dans laquelle on vit, il n'y aura plus d'investissement digne de ce nom aujourd'hui dans les institutions publiques pour avoir des offres publiques. Le CNRS vient de sortir une grande trompette en disant qu'il promet de nous filer un équivalent en intelligence artificielle. Je ne vais pas attendre que ça sorte. Excuse-moi, je ne vais pas attendre que ça sorte. Parce que tout le monde est en train d'utiliser l'intelligence artificielle de Google, en train de faire leur propre modèle, et sont en train de faire aujourd'hui des analyses en humanité digitale dignes de ce nom. On est d'accord, mais moi je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, sauf le passage, quand tu disais, on va faire un bien commun. Le bien commun, c'est la nourriture que l'on donne à l'algorithme pour qu'il soit tout de suite surentraîné. Mais on a déjà ça. On les a déjà, les données nécessaires pour entraîner les algorithmes. Ah non, parce que tu vas voir que c'est un travail énorme, tu l'as pas. Non, les dictionnaires, faire tourner une première passe, récupérer les analyses de Google, supprimer ce qui est du bruit et trouver les mots qui entraînent vraiment sérieusement le modèle, ça on l'a pas. D'accord. Tu l'auras toi, il sera ta propriété personnelle quand tu auras fait le boulot. Mais une fois que tu as fait le boulot, ça serait super si moi je travaille dans le même champ que toi, que tu partages avec moi ce set de données qui me dit, quand tu utilises le Google Natural Language Processing, rentre-lui, et que tu travailles sur l'information de santé, rentre-lui ce set. Et ce qui est important dans ce que tu dis, en fait, par rapport à la discussion sur la propriété et non-propriété, c'est qu'en fait, le bien commun, il doit être, juridiquement encadré. C'est-à-dire que ce que tu proposes, c'est effectivement travailler en relation avec l'algorithme qui, évidemment, là, on a perdu la partie. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est pas toute la partie, parce qu'en fait, il y a une deuxième partie, qui est le deuxième round, qui est en fait l'idée d'utilisation intelligente d'un modèle, dont, toi, en tant que fournisseur de données, pour fonctionner sur le modèle, tu as besoin, en fait, d'une garantie, et là, à mon avis, c'est une garantie publique de ce que pourrait être un bien commun, de façon à ce qu'il n'y ait pas appropriation totale, mais déjà qu'il y ait en fait une limite au gigantisme, si tu veux, de Google. Donc la question, évidemment, c'est la question du bien commun. Soit on considère qu'aujourd'hui, le bien commun, et moi je ne serais pas loin de partager cette idée que c'est pas la tragédie des communs, c'est la comédie des communs. C'est-à-dire que les gens qui se réclament du commun, ou des communs, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ou il parle d'une position d'impuissance. Non, il parle d'une position d'impuissance qui ne m'intéresse pas. Non, mais c'est-à-dire qu'il parle... d'une position d'impuissance, c'est un cri d'impuissance. C'est un cri d'impuissance, c'est pour ça que c'est pas une tragédie, c'est une comédie en fait. C'est une tragicomédie vraiment. Par contre, ce que tu proposes, c'est autre chose, c'est-à-dire que là, c'est une sorte de partage des compétences, où eux, ils ont des compétences en fait en termes d'algorithmie, mais sauf que sur des modèles d'utilisabilité, entre guillemets, dans des champs particuliers, il faudrait qu'on ait la garantie que ces modèles ne soient pas appropriés par, comment dire, le monstre. Et là, il y a un débat. Enfin, Je vais donner deux exemples. L'idée, je termine, il y aurait peut-être une licence. Tu vois ce que Ah oui, mais ils le font déjà. Par exemple, pour le monde médical, Microsoft a surentraîné son moteur pour les articles scientifiques médicaux. Parce qu'il y a des enjeux de santé énormes. Donc il a fait des partenariats avec tous les laboratoires américains de pharmacologie, de médecine, etc. Tous les chercheurs sur mis. Licence libre ou pas Non, il y a un droit d'entrée limité et gratuit. Et après, tu payes. Et après, au bout de des gros volumes, tu payes. Mais tous les labos en pharmacologie et en médecine ont surentraîné pour eux le modèle. Et maintenant, ils ont un modèle d'analyse des corpus médicaux extrêmement pointu, qu'ils nous offrent à nous, parce qu'aujourd'hui, si les 10 000 premières requêtes, elles sont gratuites, mais tu as un modèle surentraîné pour les textes de santé. Vous voyez, il y a déjà un cas c'est le Microsoft Azure pour la santé. Pourquoi il n'y a pas un cas sur
l'analyse des sciences sociales, des sciences humaines et sociales. Pourquoi il n'y a pas quand même une intelligence artificielle? Ça m'intéresse personne. Alors voilà, alors là tu ouvres. Les humanités sociales. Alors là, Tellement ben, justement, valorisées aux États-Unis. merci parce que tu ouvres la deuxième piste qui m'intéresse. C'est que si nous nous mettons à acquérir ces compétences, c'est-à-dire si nous investissons nous-mêmes en tant que chercheurs humanité digitale et si nous formons les autres chercheurs en sciences humaines comme chercheurs en humanité digitale à ces outils, à les entraîner, à en trouver l'intérêt, à les critiquer, je ne suis pas du tout apologiste, hein, à pousser à bout ces outils. À un moment, ce besoin sera un besoin de notre communauté qui va poser la question de comment ça se fait que les grandes TGIR, comment ça se fait que l'Humanum, comment ça se fait que ces gens-là n'investissent pas le projet. Aujourd'hui, on est assez précurseurs. On est très peu et on est assez précurseurs. Il n'y a pas de phénomène naturel. C'est parce que nous allons nous y investir, nous allons bosser beaucoup et que nous allons tester les choses et que nous allons... Moi, je pars à Poitiers expliquer ça la semaine prochaine. On va avancer, on va expérimenter des trucs. Si la promesse est vraiment intéressante, et on va l'entraîner avec Amazon, on va l'entraîner avec Microsoft, si la promesse est intéressante, ça devient un besoin essentiel. Et quand ça devient un besoin essentiel, ça pose la question à la communauté scientifique et à nos grandes instances de comment ça se fait qu'aujourd'hui, il faut faire un chèque à Google et lui filer nos données de recherche. Je pense que c'est un besoin essentiel. Mais là, je cherche la petite idée. Ouais. Peut-être arrêter de poser des questions. Quand on verra les résultats de fonctionnement et la capacité de traiter très rapidement, dans des conditions très rapides, des grands corpus, et qu'on va pouvoir écrire des articles vraiment avec des annotations de grands corpus, on va avoir des régularités, qu'on va pouvoir faire la distinction de Bourdieu dans les peu d'heures qu'on nous a données à la recherche parce qu'on croule sous la bureaucratie administrative. Quand tu sais qu'en fait, de notre temps, il nous reste que 15% de notre temps pour faire de la recherche, hein, parce qu'entre les cours que tu as donnés, la bureaucratie administrative et ta vie privée, en fait, il te reste très peu d'heures de recherche. Donc quand tu vas voir que tu vas pouvoir faire quand même dans un an un article qui est plus scientifiquement probant que la distinction de Bourdieu, ça va être bien. Moi, j'y vois des avantages très intéressants. Parce que faire à la main, à l'ancienne... Il y a des catégories de travaux quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. À l'échelle des SHS de manière globale, C'est toute ça se transforme en besoin essentiel. C'est toute la sociologie, toutes les sciences sociales, ça fait quand même beaucoup de monde. C'est la psychologie sociale, c'est l'économie sociale, c'est la sociologie, c'est l'analyse du web. Parce que moi, je parle sur des corpus web. Et quel que soit ton corpus numérique, tu peux bosser, quoi. Sur l'archivage, sur les archives. T'imagines, sur les archives numérisées, elles sont bientôt toutes numérisées. On espère, on va pas rester... Dans ce que tu dis, en fait, il y a l'idée de ressentiment, du sentiment d'un besoin de faire autour de la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'analyser le web? C'est ça la vraie question. Et quelles sont les conditions de possibilité de l'analyse du web par rapport en fait aux déterminations qui sont, celles d'une algorithmie, ou pour reprendre ton expression, on a acheté l'éponge, c'est-à-dire que la puissance publique n'est plus toujours là. C'est en fait poser la question de l'analyse du web. C'est-à-dire, est-ce que c'est un terrain qui rencontre en fait une évolution sociale, une évolution, est-ce qu'il y a une universalisation possible autour de cette technique du web? Et donc, est-ce que ce terrain, qui peut être un terrain d'enquête pour les SHS, devient une priorité pour la société, pour la puissance publique, ça, c'est pour les institutions, ça, c'est une première partie. Et là, il me semble qu'il y a un travail à faire pour un manifeste, qu'on en reparle, pour un manifeste au sens déclaratif, en disant, mais si on n'a pas accès aux données, ou si, et c'est pas simplement une question d'accès aux données, puisque là, en fait, on pourrait travailler en partenariat avec l'algorithmie, donc c'est-à-dire que si on n'a pas une compréhension de ce qui nous arrive quant à la réponse à la question qu'est-ce qu'analyser le web, en fait, avec des éléments que tu viens de caractériser, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Ah, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, on ne sait pas de quoi on parle au sens... On brasse du vent. On brasse, voilà. On brasse du vent. Moi, je vous dis bien, c'est une exploration. Je vous dis bien, c'est une exploration. Si dans un an, je reviens et que je vous dis c'est que du bruit, c'est que de l'aléatoire, c'est que du chaos, moi, ce que je constate, c'est que quand j'envoie des images, tous les objets qui sont dans cette image me sont revenus. Tu ouvres une brèche. Et en fait, effectivement, c'est la condition... En fait, l'idée, ça serait de réguler les conditions d'usage dans
dans une relation de proximité avec les Gaïa, qui garantissent que les gens qui font travailler en fait leur algorithmie puissent avoir, disons, disons, une garantie juridique que leur travail peut être, comment dire, non monétarisé par la suite parce qu'appartenant à des communs, puisqu'en fait on les vend de la connaissance. Je vais vous dire un autre cas précis. Tous ces algorithmes font émerger le français comme 5e langue après 2 ans. La première chose qui arrive, c'est l'anglais. Deuxième chose qui arrive dans l'année qui suit, c'est l'espagnol. Et des fois, il faut attendre 3-4 ans avant qu'on te dise que ces algorithmes marchent avec le français. Ça manifeste quoi? Ça manifeste notre désinvestissement total par rapport à ces outils. Il n'y a plus de francophonie, il y a des bureaucrates. C'est clair depuis très longtemps. Ça manifeste très simplement. On a naturellement, par notre absence, on a naturellement systématiquement 3 ou 4 ans de retard sur ces outils pour pouvoir les explorer. Et en plus, les modèles français sont souvent très mauvais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tourner les algos avec des textes en français et des textes en anglais. Ben, c'est un rapport de 1 à 1000, le brouillon. Donc, il y a un moment, on ne va pas rester dehors. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. En tous les cas, moi, mon parti pris à moi, c'est de ne pas rester dehors. C'est d'attaquer, d'expérimenter, de critiquer, d'utiliser quand c'est vraiment une avancée technique et de poser la question publique de on va rester dépendant de Google ou pas. Je ne suis pas le seul, puisque le CNRS vient de déposer un projet d'intelligence artificielle d'analyse de texte, Natural Language Processing, on dit NLP. Ils nous le promettent. On va l'avoir dans 4 ans. Donc on n'est pas les seuls quand même à se dire qu'il y a quand même un problème d'attendre le ticket gratuit, les 10 000 lignes gratuites de Google, et que je dois attendre le mois prochain pour avoir mes 10 000 lignes gratuites, vu qu'on n'a pas de budget de recherche. Tu vois, on n'est pas les États-Unis. Moi, je ne peux pas sortir un chéquier pour avoir un droit illimité. Et ils sont gentils, parce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle, tu as toutes les fonctionnalités gratuites, tu as juste le nombre de documents envoyés. Ils pourront annoncer que les prochaines fonctionnalités, elles sont d'une telle complexité qu'elles sont payantes. Et nous, on prend le retard. Nous, on rame. Nous, on va les regarder, parce que moi, j'ai pas d'argent. On est une université publique, on n'a pas d'argent. Il y a une mécanique qui est super bien liée, c'est-à-dire que tu as un outil qui t'est proposé qui est extrêmement alléchant. Tu vas attirer des early adopters comme toi, qui en plus disent qu'il y a un retard, donc il faut y aller encore plus vite. Ce qui fait que l'outil, comme tu l'entraînes, il devient de plus en plus performant. Il atteint le stade où tu dis clac, on ferme la pompe. Voilà, il va fermer la pompe. On l'annonce officiellement. On connaît ça depuis 15 ans. Il va fermer la pompe. Il va fermer la pompe. Et donc ça va poser la question de c'est quoi l'alternative libre, c'est quoi l'alternative publique, c'est quoi l'alternative open à cette pompe. C'est l'enfumage de l'open. On en parlait la séance dernière des données de Twitter et de Facebook. On sait comment il marche, Google. On lui apprend à reconnaître les images, il nous fait des petits jeux pour dire qu'est-ce qu'on voit sur l'image pour lui apprendre. On sait très bien comment ça va se passer. On va le faire travailler, on va continuer à le faire travailler, il va continuer à rester gratuit, en tout cas sur une partie des données. À mon avis, il ne va pas fermer complètement la pompe, il va seulement bien comprendre que nous, on peut lui apporter des trucs, donc il va dire en contrepartie, je vous donne un petit. Puis après, et ils vont monétiser ça d'une manière ou d'une autre en revenant après ce que tu disais, etc. Voilà, et on pense ça va rester la monétisation à l'échelle individuelle du chercheur, mais tu peux très bien avoir le truc dans 5 ans, le grand plan Google for University, Google for Research, où tu as partenariat plateforme État. De toute façon, on ne compte plus le nombre de facs de Sciences Po et de ça qui sont passés complètement sous Gmail, par exemple. Là, on est en train de parler de l'algorithme, mais il y a 10 ans, on parlait de la donnée. Regardez ce qui s'est passé avec Facebook One. Facebook a fermé la totalité de ses données. Il a ouvert une branche de négociation avec les laboratoires de sciences humaines et sociales du monde. Ça s'appelle Facebook One. Maintenant, tu dois avoir un contrat en bonne et due forme entre ton institution et l'institution Facebook One, qui est aujourd'hui l'accès central de toutes les données Facebook pour la recherche en sciences humaines et sociales. Et quand tu auras ce contrat signé, tu auras des contrats individuels par projet, où tu devras aller voir Facebook One pour avoir le droit d'accès à ces données, et patati, des protocoles, etc. etc. Aujourd'hui, c'est encore gratuit. Facebook One est encore gratuit. Après, bon, le temps long de la recherche, tu sais, on dit toujours c'est le temps long. Qu'est-ce qui nous empêche d'attendre 4 ans finalement? Moi, la mort. La mort, la retraite. Moi, la retraite, c'est dans 15 ans. La mort, c'est peut-être avant ou après, je sais pas. Mais... Donc, non, ça ne m'intéresse pas d'attendre. Bon, allez.